Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Mathias Dufour, donc je suis le président de Le Plus Important et très heureux de présenter et de co-animer ce webinaire avec Chris Delpierre, Eric Campanini. Ce webinaire sur comment favoriser les parcours et promouvoir l'employabilité à l'heure de la transition numérique, pour lequel nous allons accueillir plusieurs experts invités. Donc, Nella Hamadage, qui est déléguée à la formation de Numéum. Nous avons également Philippe Petitqueux, qui est secrétaire général de l'association Reconnaître Open Recognition, avec lesquels nous avons beaucoup travaillé, et qui dirige également un co-animateur de Badgeons la Normandie, à qui je vais d'ailleurs passer la parole en premier parce qu'il va nous parler un petit peu, présenter les badges et son expérience au sein de Badgeons la Normandie. Puis, nous aurons Jérémy Lamry, qui est cofondateur du Labérage et CIO de Job Teaser. Et enfin, Bénédicte Tilloy, dont le CV est plus long que le bras, et qui va nous faire part de son expertise en RH. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est donc favoriser les parcours professionnels et promouvoir l'employabilité à l'heure de la transition numérique. Nous avons 3 angles. Le premier, c'est celui des badges numériques, puisque le numérique offre de nouveaux moyens de reconnaissance des compétences. Et donc, comment faire pour mettre le numérique au service de la reconnaissance des compétences? C'est Chris qui présentera les propositions de Le Plus Important à ce sujet, et Nella nous a fait l'honneur de sa présence pour réagir et parler de sa propre expérience sur le sujet. Et ensuite, je vais présenter nos idées sur comment démocratiser l'accompagnement et l'orientation professionnelle à l'heure de la transition numérique. Et enfin, Eric présentera nos idées sur faciliter l'adaptation des travailleurs aux nouvelles compétences numériques. Voilà, donc à chaque fois, nous présentons nos propositions qui sont dans un livre blanc que nous avons publié hier, qui s'appelle 40 propositions pour favoriser les parcours et promouvoir l'employabilité à l'heure de la transition numérique. Je vais remettre le lien sur le fil de discussion. D'ailleurs, c'est une conférence débat, et l'essentiel est d'avoir le maximum d'échanges. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au-delà de la présentation des propositions et de la réponse par les experts. Ce sont la réponse à vos questions qui va compter. Nous aurons donc 2 illustrations de terrain, à la fois Philippe Petitqueux sur les badges et Christelle Mélégénin qui va nous parler de Job IRL, qui est comment mettre le numérique au service de la mise en place d'un réseau social pour favoriser l'orientation des jeunes. Avant de démarrer, peut-être un dernier mot pour vous dire que cette conférence débat s'inscrit dans le cadre des États généraux de la transition inclusive que nous organisons, hashtag Le Plus Important, avec le CNAM depuis début décembre et jusqu'à fin février, pour mobiliser la société civile et porter des propositions concrètes dans le débat public sur comment faire de la transition écologique et numérique un levier d'inclusion professionnelle pour tous. Voilà, je passe tout de suite la parole à Philippe, puisque le premier thème, c'est les badges numériques. Et Philippe, tu es sans doute un des meilleurs experts en France pour en parler. Alors, plutôt un praticien qu'un expert, et pas forcément un des meilleurs, mais parmi ceux qui travaillent depuis le plus longtemps, peut-être sur le sujet. J'ai un petit créneau de 6-7 minutes, donc l'idée, c'est pas de présenter tout le potentiel des badges, mais de faire une petite introduction à travers une vidéo qu'on utilise souvent, que va lancer Chris, pour notre public qui ne connaît pas du tout les badges. Et ensuite, j'enchaînerai par une présentation de ce qu'on fait en Normandie sur le sujet. Pas le son. Les récompenses, les attestations de stage, les prix que l'on a remportés et les formations auxquelles on a participé. Mais on peut aussi avoir des compétences annexes, acquises tout au long de notre vie et de notre parcours. Ce sont des compétences souvent informelles, acquises hors des cursus officiels. C'est très dur de les nommer et même de les prouver.
Et si tout ça pouvait être représenté et classé autrement? Il existe aujourd'hui des technologies simples et efficaces pour rendre ce service. On appelle ça les open badges. Véritables objets sociaux, ces badges sont associés à notre identité. Ils sont gratuits et reposent sur un standard ouvert. Mais comment ça marche? Les utilisateurs peuvent acquérir des badges émis par différentes entreprises, communautés, institutions, puis les stocker et les afficher par exemple sur leur CV, leur blog ou leur réseau social. Chaque badge est sécurisé et il contient toutes sortes d'informations vérifiables, à qui il appartient, qui l'a émis ou qui reconnaît sa valeur, ce qu'a fait son propriétaire pour l'obtenir. Et comme dans un réseau social, ces badges nous relient par thème et par lieu. Mais attention, car les badges, c'est encore plus que ça. Merci Chris. En effet, les badges, c'est bien plus que ça. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer rapidement à travers cette présentation. Donc, de ce qu'on fait en Normandie. Donc, Normandie, un projet de territoire apprenant. Vous avez ici une cartographie qu'on a effectuée en mars dernier de tous les projets et de tous les acteurs qu'il y a en Normandie autour de ce sujet. Alors, les badges, c'est un objet technique relativement simple, une image qui contient des métadonnées. Et c'est aussi, surtout, un outil de reconnaissance multifonction. On met souvent en avant la première fonction qui est celle d'attestation, et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de badges qui sont des micro-certifications, micro-qualifications, micro-attestations. Or, le badge a beaucoup plus de fonctions que ça. Il permet de rendre visible, cartographier, identifier, communiquer, relier, endosser, documenter et orienter. Attester, bien entendu, c'est un outil très pratique pour attester de petites formations qu'on effectue, mais aussi attester qu'on a découvert, qu'on a pratiqué. Toutes ces micro-attestations peuvent ensuite retrouver un passeport et enrichir une collection. L'autre possibilité, l'autre fonction, c'est la cartographie qui est moins connue. Si les utilisateurs de badges l'autorisent, ils peuvent géolocaliser leur badge et rendre ainsi visible ce que représente le badge. Le badge qui peut représenter une compétence, une ressource, un lieu, un collectif, une expérience, un savoir-faire, en fait, tout ce qu'on veut y mettre parce que le badge, c'est un support numérique. La cartographie, rendre visible aussi, rendre visible notamment en Normandie tout ce qui est compétences émergentes, pratiques nouvelles, introduction du développement durable dans les pratiques, pratiques numériques. Donc, on peut rendre visible des pratiques professionnelles, des pratiques agroécologiques, des pratiques numériques. On peut également identifier. On est dans un projet de territoire apprenant, donc il veut rendre visibles les apprentissages qui se passent sur le territoire et ses acteurs, et qui veut apprendre de chacun de ces acteurs. Et pour ça, on a besoin de nouveaux outils qui permettent notamment d'identifier qui a telle expertise, telle connaissance, qui est reconnu pour tel savoir-faire, qui est référent sur le sujet. Donc, c'est un moyen simple d'identifier des lieux, des personnes, des ressources. Les badges sont également des objets dynamiques qu'on peut documenter à la manière des micro-portfolios. Donc, voilà, contrairement à un mini-diplôme qui a juste comme fonction d'attestation et qui va ensuite rester accroché à un mur, le badge peut être continuellement alimenté, documenté avec des éléments multimédia, documents, photos, etc. Et donc servir ou soutenir un apprentissage réflexif. Ça permet aussi le badge de relier des personnes. Le fait d'avoir un même badge, eh bien, ça permet de rendre visible la communauté qui est autour du badge. Donc, utiliser le badge pour se relier autour de centres d'intérêt, de valeurs, de causes, de projets. Et après avoir obtenu plusieurs badges, va permettre de trouver des personnes qui ont les mêmes badges que nous, donc les mêmes centres d'intérêt. Donc, le badge, un outil ici vraiment social. Les badges, c'est aussi pour communiquer. Aujourd'hui, on est submergé d'informations.
c'est un bon moyen de communiquer sur ce que représente le badge, notamment des badges autour de projets collectifs, projets interdisciplinaires, puisque ce badge peut être partagé sur les réseaux. Une des forces potentielles aussi du badge, c'est de rendre visibles des reconnaissances qui peuvent être informelles ou formelles, de permettre de rendre visibles des partenariats, donc des partenaires qui se font confiance, mais aussi rendre visible qui fait confiance à mon badge, un réseau de pairs, et donc avoir des scénarios où le badge est un point de départ et qui va être ensuite endossé par des pairs, des partenaires, des tuteurs, des référents. Rendre visible la confiance ou le réseau de confiance autour du badge. Le badge est aussi comme fonction aussi d'orienter. On peut associer des badges pour créer des parcours, des chemins possibles. Aujourd'hui, si vous allez au Dôme, qui est un Fab Lab, Living Lab à Caen, tout est badgé. Toutes les activités, tout ce qu'on peut apprendre est badgé sur place. Badgeons la Normandie existe depuis 2016. C'est un collectif qui regroupe des acteurs du monde de l'éducation, de l'orientation, de la culture scientifique, associative, insertion, éducation populaire, qui ont tous une volonté commune d'expérimenter le potentiel des badges. Les badges sont notre langage commun. C'est vraiment intersectoriel et ça a permis d'ailleurs une véritable dynamique sur le territoire. On s'est fixé des buts communs, on a créé un collectif qui s'appelle donc Badgeons la Normandie et qui a comme but de travailler sur la reconnaissance des apprentissages, quels qu'ils soient, soutenir la formation tout au long de la vie, identifier les compétences émergentes, l'innovation, donner la capacité d'agir aux apprenants, aux citoyens, aux communautés en les outillant. Donc, c'est un nombre important de projets sur le territoire que je ne vais pas lister ici parce qu'on a une petite vidéo, on a fait un bilan il y a quelques semaines, je vous passerai le lien si ça vous intéresse. En tout cas, une des particularités, c'est qu'on travaille étroitement avec le conseil régional qui porte lui-même des projets sur les badges. Le premier qui a été le label CFA, c'était des CFA qui ont construit co-conçu un ensemble de badges pour travailler sur leur transition numérique, des badges évalués par les pairs. Donc, ici, on a un exemple où ce sont des organismes qui sont badgés, il n'y a pas que les personnes qui sont badgées. Et puis, un programme qui vient d'être lancé qui s'appelle la Normandie Badge et les compétences, qui travaille avec les acteurs du collectif Badgeons la Normandie et qui permet, avec comme public cible prioritairement les demandeurs d'emploi pour l'instant, travailler sur tout ce qui est reconnaissance des compétences transversales, compétences numériques, compétences de base et compétences techniques particulières. Un projet qui s'appuie voilà, sur le collectif. C'est aussi ce collectif des membres et des acteurs qui créent des ressources à travers des projets en commun, des projets ici notamment européens autour de l'usage des badges pour l'éducation et la formation. On a eu récemment le bilan qui a permis de créer des outils spécifiques, notamment la matrice le générateur de visuels d'Open Badge. On a aussi des partenaires comme le CIBC qui ont financé, en dehors de ce projet, mais qui ont financé des évolutions comme la possibilité de créer des mini-parcours de formation qu'on appelle mini-map. Donc, une production de ressources en commun. Ici, on voit ce visuel qui permet d'aider à créer le visuel. C'est également un espace dédié pour les membres de Badgeons la Normandie sur la plateforme Open Badge Passport qui permet de se retrouver entre membres, de se partager les badges, un espace d'interaction. C'est également un mini réseau social qu'on a mis en place pour animer ce collectif. Et puis, un petit mot sur l'association Reconnaître, puisque Badgeons la Normandie fait partie de l'association Reconnaître, au même titre que d'autres projets de territoire qui ont suivi la création de Badgeons la Normandie avec Centre Val-de-Loire, les Pays de la Loire, le réseau Badge ouvert à tous en Nouvelle-Aquitaine, La Réunion, récemment les Hauts-de-France, donc Chris est un des co-animateurs, Badgeons la Franche-Comté et puis le Badgeons Grand Est. Donc cette particularité, c'est qu'on est sur des projets de territoire apprenant qui vont regrouper un ensemble d'acteurs voilà, qui partagent ce besoin d'expérimenter les open badges et une nouvelle modalité de reconnaissance. Voilà, j'ai fini sur cette partie. Mathias.
Merci beaucoup Philippe pour cette introduction et je rappelle que les travaux et les propositions que nous faisons sur les badges sont partagés et inspirés d'échanges approfondis avec vous depuis plusieurs années. D'ailleurs, Chris, qui va les présenter, est membre à la fois de le plus important et de reconnaître Open Recognition. Je te laisse, Chris, du coup, présenter un peu nos propositions concrètes pour accélérer le déploiement de ces badges et essayer de faciliter leur déploiement à l'échelle nationale, après avoir vu un peu l'aspect local et territorial. Super, merci Mathias, merci Philippe pour cette introduction. Donc oui, le plus important a produit là ce livre blanc hein, que vous pouvez trouver dans le chat et justement il y a on va dire 40 propositions concrètes et dont on va vous détailler quelques-unes, notamment en lien avec la première priorité qui est de promouvoir de nouveaux outils de reconnaissance des compétences. Et donc voilà, je vais rapidement, on va dire, essayer de vous détailler. C'est déjà le premier axe. Hein. Il y a 2 axes liés à cette priorité, notamment l'axe 1 qui était d'engager un déploiement des badges numériques à l'échelle nationale pour favoriser l'employabilité des travailleurs, notamment peu qualifiés. Voilà, c'est vraiment en tout cas de faire jouer ce rôle aux Open Badges, hein, d'un rôle d'accompagnement des transitions professionnelles. Et d'où cet enjeu voilà, de le déployer à plus large échelle, notamment dans les processus RH au sein des entreprises. Alors la première proposition hein, qui est de lancer dès maintenant un collectif des acteurs des badges numériques pour mieux coordonner les initiatives locales et accélérer le déploiement des badges numériques à échelle nationale. Donc ça, c'est voilà, une première proposition parce que c'est vrai que on voit qu'il y a quelques initiatives qui émergent à l'échelle nationale, notamment de grandes entreprises comme IBM, qui est le plus connu, également des collectifs régionaux, comme on l'a évoqué avec l'exemple de Badgeons la Normandie, Badgeons les Hauts-de-France et autres. Mais c'est vrai que ces initiatives sont peu, voire pas coordonnées entre elles, et donc c'est important de faciliter un déploiement plus rapide et plus cohérent à cette échelle de la France, et aussi pour, on va dire, favoriser cette forme d'interopérabilité, cette forme de portabilité qu'on prône tout au long du parcours professionnel. Et l'État a un rôle majeur à jouer sur cet enjeu-là. Et donc, voilà, une proposition de créer ce comité des acteurs des badges numériques, hein, un peu comme peut-être il se fait au niveau des tiers-lieux, par exemple, le Conseil national des tiers-lieux. Là, on pourrait avoir le comité des acteurs nationaux des badges numériques pour suivre, coordonner ces initiatives et travailler justement ce déploiement à l'échelle nationale avec un programme d'action, avec voilà, la création, en tout cas de produire par exemple un rapport sur l'état des lieux du déploiement des badges, une cartographie des pratiques, un guide pratique avec une boîte à outils et puis un programme d'action voilà, pour ce déploiement. Et donc ça, c'est une première, en tout cas, voilà, bonne pratique qu'on recommande avec une diversité d'acteurs et de pouvoir voilà, le mettre sous égide publique voilà, pour impulser cette dynamique. La deuxième proposition, c'est de créer une instance régionale rassemblant les principaux créateurs de badges et experts institutionnels de la compétence. Donc voilà, au-delà du comité national, l'enjeu est aussi d'entretenir une dynamique de terrain en s'appuyant sur les écosystèmes locaux, d'où l'idée justement de travailler là, à cette échelle qu'on a voulu régionale, avec France Compétences, avec des comités régionaux de l'emploi et de l'orientation et de la formation, par exemple, les OPCO ou les OPCA, les organismes de formation, la Délégation générale de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministère de l'Éducation nationale, le réseau Canopé, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de l'Innovation, les services publics à l'emploi et le haut-commissaire à l'inclusion par l'emploi et les compétences. Voilà, il y en a certainement d'autres. Nous, dans nos collectifs régionaux, il y a aussi une pluralité d'acteurs voilà, publics, privés, qui s'intéressent à ces badges. Donc, voilà, le rôle en tout cas de ces comités, c'est donner à voir ces badges numériques créés sur le territoire et les harmoniser. C'est vrai que l'enjeu pour donner de la valeur aux badges, hein, c'est de pouvoir travailler ce qu'on appelle les endossements, c'est-à-dire les recommandations des badges entre personnes ou entre structures,
et puis de les relier aussi à des référentiels, par exemple, ou des dispositifs existants, comme par exemple le CLEA ou autre type de référentiel. La troisième proposition, c'est de développer un référentiel public de compétences. On appelait ça le Wiki compétences ou le Wiki skills, qui serait en open source et qui serait coélaboré et mis à jour en permanence par l'ensemble de ces acteurs, en lien avec, par exemple, les répertoires métiers ROM ou des référentiels comme ESCO. Et donc, voilà, il y a tout un enjeu de définir le mandat de ce coordinateur de ce wiki de compétences avec tous les acteurs, peut-être le comité qu'on a évoqué, et que France Compétences serait en tout cas le modérateur de ce wiki de compétences, de pouvoir en tout cas que ce wiki devienne une forme de référentiel dynamique à jour et incontournable, parce qu'on sait que les compétences deviennent de plus en plus obsolètes rapidement, et donc comment les badges vont permettre justement d'apporter ce côté plus dynamique en se basant aussi sur ce qui se passe sur le terrain. Donc voilà, Si je peux me permettre, Chris, avant que tu passes à la suivante, juste préciser qu'une des raisons pour lesquelles on propose ce système, ce référentiel en wiki, c'est-à-dire en open, en open source et en voilà, c'est pour éviter l'effet chacun a son référentiel. Et personne n'utilise le référentiel de l'autre, parce que malgré les efforts des pouvoirs publics pour porter un référentiel de référence, eh bien, en fait, il y a beaucoup de référentiels différents qui circulent. Et là, on se dit qu'en étant en mode wiki, c'est-à-dire co-construit, on a plus de chances de correspondre mieux à la réalité et d'avoir un usage commun. Or, l'interopérabilité et la fluidité, la portabilité des badges est une qualité essentielle. Voilà. Voilà, donc on pourrait associer à chaque compétence clé de ce wiki compétences un badge numérique. Et c'est vrai que voilà, insister sur la partie dynamique et en temps réel de ce référentiel. Proposition numéro 4, mettre en place un groupe de travail afin de définir les modalités techniques afin d'assurer l'interopérabilité entre les plateformes de gestion de badges à l'échelle européenne. Alors, on sait que les open badges par nature permettent justement cette interopérabilité entre les plateformes, mais voilà, il y a certainement un effort à faire pour, d'un point de vue technique, pour encore plus faciliter, je dirais, ce transfert des badges d'une plateforme à une autre, en lien avec les principes des open badges, la déclaration de Bologne, par exemple, et le standard numérique open badge. Et donc, voilà, de pouvoir travailler là à l'échelle européenne et non pas que français par rapport à cette question, peut-être en lien avec aussi la Commission européenne en coopération avec l'association Reconnaître et l'Open Recognition Alliance. Donc, il y a une forme de diagnostic à réaliser, un appel à projet public européen afin de mettre en place les API qui seraient requises et puis ensuite définir un guide technique méthodologique à l'intention de ces plateformes, de ces entreprises, de ces institutions pour justement présenter les bonnes modalités, les bonnes pratiques de création de badges numériques et les prérequis techniques en matière notamment de systèmes d'information pour garantir cette facilité, cette interopérabilité. La cinquième proposition, c'est lancer des appels d'offres pour accompagner la dynamique de création d'écosystèmes open badge sur les territoires. Donc voilà, c'est de pouvoir lancer ces appels d'offres, d'impliquer également la sphère économique dans la participation à ces écosystèmes régionaux, notamment clubs d'entreprise, chambres consulaires, clubs RH, employeurs publics du territoire. Parce que c'est vrai que dans nos collectifs régionaux, c'est souvent ce qui manque, c'est les entreprises, ces acteurs économiques, et pourtant, pour l'emploi, c'est très important. Et donc, de favoriser justement des appels à projets au niveau national, au niveau régional, financés aussi par la puissance publique pour susciter des initiatives de terrain et favoriser leur déploiement. Et puis, la dernière proposition de ce premier axe, c'est de rendre progressivement obligatoire d'ici 5 ans la délivrance de badges numériques pour les acteurs publics et les acteurs de formation financés par le CPF. Alors, c'est forcément osé, mais en tout cas, voilà, forcément, si on oblige, ou en tout cas, on incite et on rend obligatoire d'ici quelques années la délivrance par les acteurs publics de cette forme de reconnaissance numérique par les open badges, forcément, ça va accélérer le déploiement, ça va forcer les acteurs qui
s'intéresse pas forcément tout de suite à cette technologie de reconnaissance, à y aller, et donc de peut-être conditionner la reconnaissance des formations par le RNCP, donc le répertoire national des certifications professionnelles, pour les opérateurs de formation financés par le CPF à la délivrance des badges numériques pour les formations qui sont délivrées. Donc voilà, ça reste, en tout cas, les modalités pratiques restent à définir, mais en tout cas, voilà, c'est une proposition aussi qu'on propose. Alors, je vais laisser là, Neila Amadash, déléguée à la formation de Numéum, à réagir. Voilà, Numéum, le ex-Syntec numérique, qui a le plaisir de pouvoir nous donner son point de vue. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci Chris et Mathias pour l'invitation. Donc en effet, moi je travaille chez Numéum, qui est l'organisation professionnelle qui regroupe les entreprises dont le cœur de métier est le numérique, donc des ESN, des éditeurs de logiciels, des plateformes et des entreprises de conseil en technologie. Et certains d'entre vous nous connaissez peut-être sous le nom de Syntec Numérique, qui a fusionné avec Tech in France et qui donc a créé Numéum. Je ferme la parenthèse présentation. Pour en effet réagir à ces premières propositions qui sont toujours très riches et qui très souvent, enfin moi je l'ai vu de par nos échanges précédents sur le sujet, très souvent je suis quand même assez en accord avec les propositions. Moi j'appuierais peut-être sur un sujet en effet, en particulier cette nécessité de mettre en relation l'ensemble des acteurs que vous soulevez dans vos propositions. Et je parlerai peut-être d'un acteur en particulier, ce sont les branches professionnelles qui, pour l'instant, en tout cas à ma connaissance, et en tout cas pour la branche dans laquelle le secteur du numérique est intégré, c'est un sujet tout nouveau, tout récent. C'est un sujet dans lequel les partenaires sociaux, en tout cas de la branche, que ce soit du côté patronal ou du côté salarié, ont eu du mal à se saisir du sujet. Et comme très souvent sur ces sujets un peu novateurs, ce sont, je dirais, les entreprises au sens large du terme qui ont pris la main. Vous avez cité IBM tout à l'heure. En effet, IBM a très tôt développé des open badges, on va dire des badges plutôt plus que des open badges, puis ça s'est développé par la suite. Et donc, on est aujourd'hui dans un secteur d'activité, le numérique, qui est plutôt ouvert à ces sujets-là depuis un moment et qui a déjà commencé en fait à les faire reconnaître sur le plan professionnel. Aujourd'hui, des badges numériques sont beaucoup plus reconnus par la profession que, par exemple, des CQP, des certificats de qualification professionnelle, ce qui peut paraître étonnant. Et donc, Numéum a porté, au sein de la branche professionnelle et au sein de ses partenaires, au sein de la branche, le sujet des badges et des open badges, de façon à ce que la branche puis l'OPCO s'empare du sujet. Et donc, ça a mis un petit peu de temps, ça a mis quelques années, mais on voit aujourd'hui que le sujet est intégré. Et donc, je pense qu'il sera nécessaire d'intégrer dans la boucle les branches professionnelles pour que l'ensemble des partenaires qui pourraient accompagner la mise en œuvre de ces open badges puissent intervenir et qu'on ait aussi et la voix des employeurs avec la partie patronale et la voix salariée qui est aussi importante parce que ce sont les premiers concernés en termes d'employabilité. Très bien, merci déjà pour cette première réaction. Je vais enchaîner sur la deuxième salve de propositions qu'on vous propose par rapport à ces badges-là. Alors attendez, par rapport à ces... Hop, je vais vous repartager mon écran. Hop, ici. Voilà. Donc voilà, on passe à l'axe 2 qui est engagé. Peut-être mettre la slide en plein écran. Alors, il n'y en a pas forcément besoin de présenter toutes les propositions. Je pense que l'important, c'est les plus critiques. Voilà. C'est mieux comme ça. Ouais. Donc, engager pleinement les entreprises à intégrer la reconnaissance numérique des compétences dans les processus RH afin de favoriser les mobilités et les transitions professionnelles. Alors, la 7e proposition, c'est de définir un label public badgeant les compétences. Donc là, c'est vraiment pour proposer à l'État, en tout cas, de définir ce label pour reconnaître et valoriser les entreprises qui délivrent des open badges. La 8e proposition, de mettre en place des incitations
pour développer les usages des badges numériques en entreprise. Donc, au-delà de ce label, hein, ça pourrait aussi être des incitations de nature financière assorties, le cas échéant, de conditions visant à développer les usages, identifier les bonnes pratiques et orienter celles-ci vers des pratiques d'emblée interopérables ou scalables à plus large échelle, via notamment, par exemple, les régions, les branches professionnelles ou les OPCO. C'est vrai que voilà, ce n'est pas le tout de créer des badges un peu dans son coin, c'est aussi qu'ils soient partageables à une plus large échelle. La proposition 9 vise à ajouter dans les attributions des OPCO la mission de pilotage des processus d'accompagnement de la création de badges numériques en entreprise. Ça, c'est assez limpide. 10e proposition, amender la réglementation autour des immersions en entreprise, qu'on appelle aussi le PMSMP, en incluant la dimension de badge numérique. Donc ça, c'est pour les individus qui font ces immersions professionnelles et qui leur permettrait aussi d'obtenir des badges numériques reconnaissant les qualités professionnelles acquises ou révélées lors de ces immersions en entreprise et mieux définir leurs besoins en compétences. La 11e, c'est développer les outils d'analyse prospective sur l'évolution des besoins en compétences à partir de l'exploitation des données issues des badges numériques existants. Et là, c'est vrai qu'il y a un enjeu aussi de valoriser les datas, hein, parce que les badges numériques, hein, c'est une image associée à des métadonnées qui sont inscrites dans le badge. Et c'est vrai que ça peut être intéressant d'utiliser ces données pour développer des outils d'analyse prospective sur l'évolution des besoins en compétences. La 12e, c'est proposition engager un travail conjoint entre organismes de formation et entreprises afin de penser le travail et la formation autour d'une description partagée des compétences. Souvent, on dit que le badge, c'est aussi un prétexte à ce qu'on parle un langage commun pour qu'il soit reconnu par l'ensemble. Et donc, ce travail conjoint pourrait être organisé entre les organismes de formation et les entreprises. Et puis la 13e proposition, associer d'ici 5 ans au certificat de travail un livret professionnel numérique qui précise les compétences du travailleur et notamment les formations suivies au sein de l'entreprise. Donc voilà, cette interopérabilité permettrait, au même titre que là, le certificat de travail, peut-être justement d'avoir ce livret de professionnel numérique avec les compétences du travailleur alimenté aussi tout au long de la vie et donc permettre aussi l'approche compétence qu'elle soit transférable pour favoriser les mobilités fonctionnelles. On cite l'exemple par exemple de Vinci qui a identifié les garçons de café qui mettaient en œuvre les mêmes types de compétences que les logisticiens du dernier kilomètre. Donc voilà, favoriser ces transférabilités grâce à la mise en place de ce livret. Voilà, j'ai rapidement expliqué, vous avez tous les détails dans le livre blanc que vous pouvez retrouver dans le chat. Ces propositions sont aussi, peuvent aussi évoluer en fonction de nos échanges par rapport aussi aux états généraux qu'on est en train de vivre. Et puis, je vais laisser Naïla aussi réagir par rapport à cette deuxième salve de propositions. Alors, oui, encore une fois, beaucoup de choses. Donc, je ne vais peut-être pas réagir sur toutes les propositions, mais j'en ai sélectionné quelques-unes. Je pense notamment à la 8 sur la mise en place d'incitations pour développer les usages des badges numériques en entreprise. En effet, les incitations, elles peuvent être de différentes sortes et une de celles-ci, c'est l'incitation financière, ou en tout cas en termes de financement, soit d'ingénierie, soit de mise en œuvre, etc. Aujourd'hui, on le sait, malheureusement, ces open badges ne sont pas reconnus par France Compétences comme des certifications, que ce soit au niveau RNCP, ce n'est pas l'objet du RNCP clairement, ou du répertoire spécifique. Donc, il y a, je pense, au-delà de l'incitation financière, peut-être une précision légale et réglementaire pour permettre aussi aux institutions telles que France Compétences de reconnaître ces open badges et donc, pourquoi pas, de rendre éligible au CPF aussi un certain nombre de choses pour les individus. Donc là, en effet, ces incitations, elles peuvent être pédagogiques, mais elles peuvent être aussi financières. Et si on oublie cette partie financière, on risque de mettre de côté un certain nombre d'entreprises qui seraient, sur le principe,
partantes pour développer ces open badges et les mettre en œuvre, mais bloquées sur l'aspect financier. Ça ne fait pas tout, mais en tout cas, c'est une grande partie du sujet aussi. La deuxième proposition sur laquelle je voulais rebondir, c'est la numéro 9 sur le fait d'ajouter dans les attributions des OPCO la mission de pilotage de processus d'accompagnement de la création de badges numériques. Alors oui, il serait très très bien que dans la loi, les missions des OPCO soient éclaircies. Mais je peux vous dire que d'ores et déjà, nous avons demandé à l'OPCO Atlas de travailler sur le sujet, parce que dans le cadre de ces missions d'accompagnement des branches professionnelles, finalement, l'intitulé de cette mission est quand même suffisamment large pour y mettre un petit peu ce qu'on veut, dans le cadre quand même légal prévu. Mais voilà, donc nous avons par exemple dans le plan d'action 2022 une étude, un projet d'étude pour justement identifier l'opportunité de créer des open badges sur un certain nombre de compétences au sein de l'ensemble des branches que regroupe l'OPCO Atlas. Donc, il y en a 15, dont la nôtre, mais on retrouve aussi la banque, l'assurance, les experts comptables, les commissaires aux comptes, etc. Donc, voilà, donc aujourd'hui même, je dirais, s'il y a certains représentants de branches qui m'écoutent, je pense qu'on peut d'ores et déjà demander aux OPCO de commencer à travailler dessus, à réfléchir dessus, le temps que le législateur mette au clair ou précise cet axe-là. En tout cas, il faut une vraie volonté politique pour que l'OPCO suive. Donc là, c'est aux branches d'impulser ça, à mon sens. Et puis enfin, une minute encore peut-être sur la dernière proposition sur laquelle je voulais intervenir, c'est la 11 sur les outils d'analyse prospectif. Là, je pense qu'il va falloir mettre dans la boucle les OPMQ, les observatoires de prospectif des métiers et des qualifications. Nous, dans notre branche, c'est l'OPIEC. Et on a tout un travail qui a été réalisé sur le référentiel métier, qui a été mis à jour l'année dernière, et avec un gros travail réalisé sur les compétences. On rentre vraiment très finement sur les différents types de compétences nécessaires, métier par métier, que ce soit sur des hard skills ou sur des soft skills, et notamment aussi un travail sur le niveau à atteindre pour l'entrée dans l'emploi, l'entrée dans le métier. Et donc ça peut aider, et je pense qu'on n'est pas les seuls à faire ce travail-là. D'autres observatoires le font. Et donc, ça peut être aussi des vraies sources d'informations très riches pour les acteurs qui souhaiteraient se lancer dans le sujet. Merci Naïla pour ces réactions. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions soit dans le chat, soit avec l'outil questions et réponses. On a une première question de Christophe Cézetti qui nous demande qu'en est-il du respect de la RGPD et la préservation de l'identité numérique par rapport au badge. Voilà, peut-être pour répondre rapidement par rapport à cette question, les plateformes d'Open Badge sont tenues de respecter forcément la législation européenne sur la RGPD. Donc, globalement, le principe lié au badge, c'est que les badges par nature sont privés et c'est à la personne ensuite de le partager, de le rendre public, de le partager sur les réseaux sociaux, voire de le géolocaliser. Donc, je dirais que voilà, c'est vraiment à l'initiative de l'individu qui est maître de ces données qui va lui permettre de partager son badge. Donc, voilà, l'accès en tout cas aux données et à l'identité numérique est préservé. Après, les gens peuvent quand même libérer ces données ou libérer et rendre public leur badge. C'est le principe aussi et l'intérêt des badges, mais c'est à l'initiative de l'individu et pas de la plateforme. On a un témoignage de Claire Dupuis-Surpas, voilà, qui développe Ensemble un job, une plateforme de bilan de compétences collaboratif accompagnée par le plus important. Et la grande difficulté de ses clients, c'est… et voilà, on attend la suite de la question. Alors voilà, n'hésitez pas aussi à écrire dans le chat. Alors oui, Christophe réagit par rapport à cette question. Vous avez évoqué le mining pour explorer le contenu. Pourquoi pas anonyme des badges? Pouvez-vous en dire plus? Actuellement, je dirais que c'est justement une de nos propositions, ça n'existe pas. Donc, c'est justement développer ces outils en lien avec les observatoires.
Mais c'est vrai que les plateformes pourraient collaborer, notamment à l'échelle européenne, pour pouvoir justement peut-être développer une API, développer des outils qui permettent justement ce mining, en tout cas cette exploitation des données. Alors pourquoi pas anonymiser, pour justement permettre d'avoir ces outils d'analyse de l'évolution, par exemple, des compétences. Donc ça, voilà, on ne peut pas trop en dire plus parce que ça n'existe pas encore forcément, mais en tout cas, c'est une de nos propositions. Peut-être Claire, n'hésitez pas à terminer votre question, en tout cas votre réaction, et puis n'hésitez pas. Moi, j'avais une question pour Nella avant qu'on passe à la deuxième séquence et qu'on passe la parole à Christelle Mélégénin qui nous parler de Job IRL. Si vous aviez une recommandation qui vous tient à cœur ou une idée dont vous pensez qu'elle est particulièrement opportune pour favoriser le déploiement national des badges, ça serait quoi? J'ai allumé mon micro, pardon. Il y en a une sur laquelle je suis déjà intervenue, mais je vais revenir dessus parce que pour moi, elle est essentielle et c'est ce qui aujourd'hui est bloquant dans les sujets de certification en général, c'est France Compétences. C'est une reconnaissance comme de ce type de certification innovant au même titre qu'une certification RNCP ou une certification répertoire spécifique. Tant que les instances nationales de gestion, de régulation de ces sujets-là ne reconnaîtront pas les badges numériques, il peut y avoir une reconnaissance des secteurs professionnels, mais ça ne sera pas suffisant. Voilà, donc si on veut un développement national à grande échelle et que tous les individus et que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et quelle que soit leur activité, s'emparent de cet outil, il faut absolument qu'au niveau, je dirais, légal et réglementaire, on ait une reconnaissance au même titre que le répertoire spécifique ou le RNCP. Au-delà des aspects de financement, de CPF, etc. Vraiment, je pense que c'est important qu'il y ait une troisième brique à côté du RS et du RNCP. Ok, super. Alors Claire a terminé sa question, hein. En tout cas, cette question de dire que la logique des open badges est top, hein, mais la difficulté des clients, là, c'est de formaliser leurs soft skills, et notamment des soft skills qui sont acquises dans le champ hors professionnel, notamment les expériences perso, les hobbies, les engagements bénévoles, et qui sont pourtant fondamentales dans la mobilité professionnelle. Et donc, si ces open badges sont rigidifiés dans la logique France Compétences, est-ce qu'on ne risque pas de rester à nouveau dans le champ académique et professionnel? Alors bon, il peut y avoir plusieurs réponses à ça, mais en tout cas, si je devais répondre rapidement, ce serait que France Compétences pourrait être aussi un tiers de confiance par rapport à des badges justement qui sont créés dans ces cadres plus informels, qui pourraient ensuite être reconnus a posteriori par l'institution, donc via justement les enjeux de l'endossement, hein, qui est techniquement faisable. Donc que ces badges nouveaux émergent dans des cadres plus informels qui sont ensuite reconnus dans un cadre formel. On travaille également sur les enjeux, non pas de VAE, mais de REA, hein, de RAE, de reconnaissance des acquis de l'expérience qui pourrait ensuite, a posteriori, alimenter une VAE. Mais en tout cas, l'idée est bien de reconnaître toutes ces soft skills et ces expériences acquises dans des cadres personnels comme professionnels et qui permettent, voilà, a posteriori, peut-être d'avoir une reconnaissance plus formelle de ces organismes. Christophe parle qu'il a eu l'occasion de proposer une approche open badge à un public qui vit avec les minima sociaux. Le blocage a été le passage obligé par des solutions numériques. Comment mettre en place les open badges à la portée des personnes en fracture numérique et en recherche d'emploi? Alors ça aussi, c'est un autre enjeu, mais voilà, ce qu'on constate, c'est que oui, la compétence numérique pour aussi créer son CV, avoir une identité numérique est utile pour la recherche d'emploi. Et finalement, l'open badge qui fait écho à ce besoin de reconnaissance et valoriser des expériences qu'on n'a pas forcément eues dans un cadre académique, notamment pour ces publics peu qualifiés, peut être justement un bon prétexte à aborder la question numérique et à justement travailler via le badge à des compétences numériques, parce qu'il y a un vrai usage à valoriser ces badges sur un CV numérique.
Donc, c'est à la fois un frein parce que forcément, l'outil est numérique et donc il y a une prise en main. Et en même temps, c'est un potentiel parce que ça donne un prétexte supplémentaire à ces acteurs de l'insertion ou de l'inclusion à utiliser un outil numérique qui peut être utile dans la recherche d'emploi. Donc, voilà, c'est vrai qu'il y a ces deux aspects, mais c'est possible. Il y a des initiatives, notamment, je pense à Cadabra dans le Pas-de-Calais, qui travaille avec des allocataires du RSA et qui, justement, badge, en tout cas, les personnes se badgent entre elles. Et donc, c'est possible, en tout cas, de travailler ça. Voilà. Ok, super. Merci. Merci beaucoup. Merci Chris, merci Neila. Il est temps, comme on a un total de 2 heures, de passer à la deuxième séquence, qui fait un peu le lien avec la dernière question d'ailleurs, parce que la deuxième séquence, c'est comment démocratiser l'accompagnement et l'orientation professionnelle à l'heure de la transition numérique. Et pour ouvrir cette séquence, je vais passer la parole à Christelle Mélé-Génin, qui est à la fois fondatrice et présidente de Job IRL, qui est une plateforme numérique au service de l'orientation des jeunes. Merci Christelle. Merci Mathias, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être là puisque on travaille en effet alors à 2 volets. Vos échanges précédents me font penser à 2 choses en effet à l'heure de la transition numérique et écologique. C'est qu'en effet, il y a 2 points importants sur le volet numérique. C'est à la fois les compétences numériques. Alors nous, on travaille pour les aujourd'hui 14, 25, 30 ans, puisque la législation nous a fait monter l'âge d'accompagnement des jeunes. Et en fait, on travaille sur 2 volets, à la fois sur en effet les compétences des jeunes dans le numérique pour améliorer leur employabilité et l'attractivité des métiers du numérique, parce qu'il y a les 2 volets. Donc, Job IRL, on est un réseau social, une plateforme collaborative qui connecte donc les jeunes de tout milieu, tout secteur d'activité à des professionnels de tout métier, tout secteur d'activité. Donc là, actuellement, on est 100 000 membres actifs sur la plateforme où tous les jours, ça échange sur les métiers, sur les formations. On crée pas mal de contenu. On a des offres de stages de 3e, de stages étudiants, des contrats d'alternance. En fait, on est vraiment une plateforme pour aider les jeunes à améliorer leur employabilité, à travailler leur orientation et à tout ce qui leur permet de mettre un premier pas dans l'entreprise. Et puis, dans un esprit égalité des chances, on développe des programmes maintenant dans 5 régions, des programmes égalité des chances pour permettre aux jeunes toujours la même chose, j'ai envie de dire, l'orientation, leur employabilité, trouver des stages, trouver de l'alternance. Et donc, on travaille à la fois, alors sur le terrain, on travaille uniquement, je dirais, j'allais dire principalement, mais c'est presque uniquement avec des publics plus fragiles, des jeunes des QPV. On sait qu'aujourd'hui, les jeunes de 16 à 25 ans, il y en a 20% qui sont au chômage, donc ce qui est très élevé par rapport au taux de chômage national. Et dans les QPV ou auprès des publics les plus défavorisés, on est sur des taux supérieurs à 30%, 35% même. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment une fracture, je dirais, générale, géographique dans les QPV, dans les zones rurales. Et donc, nos programmes participent à améliorer les compétences numériques parce qu'en fait, quand j'ai créé Job IRL, j'ai fait partie de ceux, il y a 10 ans, qu'on dit je vais créer une solution numérique, ça va être l'alpha et l'oméga, ça va résoudre plein de problèmes. Mais en fait, moi, j'ai mis 6 mois à comprendre que malheureusement, ça n'allait pas tout résoudre. Et donc, on fait des programmes pour apprendre aux jeunes à utiliser Job IRL, à oser écrire à des professionnels, à savoir comment écrire à des professionnels. Donc, tout ça, vraiment, ce sont des ateliers en classe pour les plus jeunes, en mission locale pour les plus vieux, qui vraiment leur donnent des compétences. On travaille leur e-réputation, ce qui est hyper important. Quand votre adresse mail, quand vous candidatez, s'appelle BG78 ou Pépette 93, c'est pas top. Donc voilà, on travaille sur tous ces volets-là. Et puis, on travaille beaucoup sur les filières d'avenir, sur les métiers qui recrutent. Et donc, on a aujourd'hui sur Job IRL, on a 3500 entreprises qui ont des collaborateurs inscrits sur la plateforme. Et donc, on travaille notamment avec pas mal d'entreprises du secteur du numérique, Soprasteria, Orange, j'ai envie de dire, et les autres,
pour avoir des ambassadeurs des métiers du numérique et pour dire aux jeunes, voilà des secteurs qui recrutent, voilà vraiment des entreprises dans lesquelles vous avez énormément d'opportunités d'emploi et donc pour qu'ils aient davantage envie d'y aller. Moi, je vois quand on fait des ateliers auprès des plus jeunes, quand vous êtes en lycée, il y a malheureusement aujourd'hui trop peu de jeunes qui pensent au métier du numérique. Quand vous leur parlez marketing digital, ils ne savent pas ce que c'est. Enfin voilà, il y a tout un pan. Ils restent en fait sur les métiers que connaissaient leurs parents, qu'ils voient dans les petits commerces. Donc ils veulent tous être toujours médecins, avocats, architectes, gendarmes, policiers. Enfin voilà, on reste vraiment sur les métiers basiques et on est trop peu sur les métiers du numérique. Et donc sur notre plateforme, ils trouvent des métiers, enfin des pros qui font ces métiers-là, avec qui ils peuvent échanger. On organise des forums métiers et on travaille aussi sur la mixité vers les métiers du numérique, puisqu'on a une communauté qui s'appelle les Intrépides de la Tech, une communauté d'une centaine de femmes inspirantes qui ont des carrières voilà, dans le digital, les télécoms et autres, pour dire aux jeunes filles: «Allez-y, regardez, ce sont des femmes, ce sont des vraies femmes, et si, vous choisissez ces carrières, vous pouvez réussir, comme elles». Voilà, l'ensemble de nos activités pour vraiment voilà, je pense qu'aujourd'hui, il est capital de penser à ces 2 volets, à la fois les compétences numériques des jeunes, parce que sinon, ils sont, j'ai envie de dire, un peu inemployables, hein. Aujourd'hui, le moindre métier, vous avez des objets connectés, vous avez des plateformes, enfin, il faut avoir une certaine agilité, quel que soit, votre métier et puis, aller davantage vers ces filières qui offrent tant d'emplois et qui sont aussi l'avenir pour l'économie française, hein. Si on manque de compétences dans le numérique, plein d'entreprises vont être bloquées, dans les prochaines années. Merci beaucoup, Christelle, pour ce témoignage qui montre comment concrètement le numérique peut aujourd'hui être mis au service de nouveaux services d'orientation ou d'accompagnement des professionnels. Ce qui fait une belle transition avec notre deuxième séquence de propositions qui porte sur ce thème. Le point de nous, ce qui nous semble, on va parler du CPF, c'est le cœur de notre proposition. Que faire du CPF, qui a un succès, donc Mon Compte Formation, l'appli Mon Compte Formation, qui a un succès spectaculaire, puisque nous avons depuis 2 ans après sa création, plus d'1 million d'utilisateurs et plus d'1 million de formations ont été achetées pour plus d'1 milliard d'euros et les prix ont baissé, qui a facilité l'accès aux ouvriers, aux techniciens, aux employés qui étaient jusqu'à présent les grands oubliés de la formation professionnelle. C'est moins le cas. En 2020, 66% des demandes de formation professionnelle sont venues d'employés, d'ouvriers ou de techniciens, et 38% des gens qui désirent se former ont un niveau BEP, CAP ou en dessous. Donc ça, c'est une belle réussite. Mais au-delà de ce succès de court terme, nous, il nous semblait qu'il y avait 2 questions clés qui se posaient sur la vision d'avenir, la feuille de route stratégique de Mon Compte Formation. La première, c'était comment assurer la lisibilité et la cohérence d'ensemble, éviter les doublons, optimiser les synergies entre Mon Compte Formation et les autres services et plateformes publiques d'insertion et d'accompagnement des parcours, comme e2, Un jeune, une solution, l'Emploi Store. Et puis la deuxième, qui est sans doute encore plus critique, c'est comment optimiser l'utilité sociale de Mon Compte Formation dans la durée. C'est là-dessus que je voudrais élaborer un petit peu. Parce que l'appli, ne serait-ce que par sa facilité d'usage, constitue une avancée spectaculaire, mais centrée sur un guichet d'information sur les droits et la facilité d'achat de formation, sa proposition de valeur reste à nos yeux trop limitée. Et surtout dans un contexte où en fait les gens ont besoin de construire des parcours et que l'achat de formation n'intervient qu'à la fin d'un projet de construction. Donc nous, les études qu'on a pu faire montrent que le vrai besoin, c'est un besoin d'accompagnement de bout en bout dans la construction du parcours professionnel. Alors, comment identifier les métiers, les filières, les bassins d'emploi porteurs, ou au contraire ceux qui sont en déclin, comment construire son projet professionnel, choisir ses formations, valoriser son parcours. Ces questions qui sont capitales, des millions de Français sont aujourd'hui un peu trop seuls pour y répondre et les services d'accompagnement professionnel sont souvent réservés par leur prix, leur coût, aux actifs les plus qualifiés. Ce qui conduit à un gâchis individuel et collectif qui n'est pas acceptable. Or,
la bonne nouvelle, c'est que le numérique et l'IA sont en train de révolutionner les services d'accompagnement et d'orientation professionnelle. Chaque jour naissent des applis qui, via l'exploitation automatique de données ou des outils d'autodiagnostic, d'interrogation adaptée des usagers sur leur parcours, permettent de déployer à large échelle et à des coûts très faibles des solutions quasi automatisées et néanmoins individualisées. Il s'agit par exemple d'identification d'évolutions professionnelles possibles à partir d'expressions de souhaits d'évolution ou de parcours possibles de formation. Et à l'heure où renforcer l'employabilité, faciliter les mobilités professionnelles est une priorité absolue, en particulier pour les non-cadres, démocratiser ces services d'accompagnement professionnel est à portée de main. Encore faut-il que les pouvoirs publics accélèrent cette démocratisation en les maintenant de l'accès à ces services, en les mettant à disposition du plus grand nombre. Et nous, il nous semble que le CPF, avec mon compte formation, peut constituer le cœur d'une offre publique d'accompagnement de bout en bout des parcours professionnels et d'amélioration de l'employabilité de nos concitoyens. Et à contrario, il y aurait une vraie perte de valeur, une opportunité gâchée à se contenter d'une super appli d'achat. D'autant qu'il y a une fenêtre de tir qui est limitée, puisque dès lors qu'on parle de plateforme, il y a une logique de winner takes all, et s'il y a une offre privée qui se met en place, eh bien, ça sera difficile de revenir sur une offre publique, et c'est très bien s'il y a une offre privée. La difficulté, c'est que quelle que soit sa pertinence et son utilité, dès lors qu'elle est privée, elle sera conduite à privilégier les segments de population les plus solvables, quitte à ce que des publics entiers soient négligés. D'où l'importance d'avoir une offre publique. Voilà. Et donc, nous, notre idée, c'est de faire du CPF, transformer mon compte formation en une plateforme publique où chaque actif aurait accès aux services publics et privés d'accompagnement à toutes les étapes de son parcours professionnel. Donc, ça serait une interface unique, centrée sur le parcours de l'usager, complète sur tout le périmètre des services d'orientation professionnelle, dans une logique de bout en bout, donc avec l'orientation, la formation, l'emploi, l'entrepreneuriat, la valorisation des acquis. Une solution publique est donc accessible à tous les emplois, à tous les Français, en particulier les moins qualifiés, et même qui soit spécialement conçue dans cette perspective. En tant que plateforme, qu'elle soit ouverte à des applications externes, donc pas seulement publiques, mais privées, numériques et d'IA, et qui soit fondée sur une somme unique, et c'est ça peut-être un avantage par rapport à une offre privée, qui soit fondée sur une somme unique de données par rapport à ce que deux opérateurs privés pourraient constituer par eux-mêmes. Donc chaque actif, y compris les indépendants, pas seulement les salariés, aurait accès à cette plateforme à son compte personnel de développement professionnel, qu'on appelle le CDP. Et pour ça, il y a trois types d'actions à mener. Le premier, c'est d'élargir le périmètre des données du CPF / passeport de compétences. Donc, on l'a vu tout à l'heure, en incluant toutes les formations diplômantes, c'était une proposition qu'on faisait à travers les badges, toutes les formations diplômantes auraient vocation à être transférées dans cette plateforme, introduire une obligation pour les opérateurs d'enrichir le CPF de certificats numériques pour les travailleurs ayant suivi la formation, ça c'est la proposition présentée par Chris, donner aux employeurs, aux opérateurs de formation non financés par le CPF la possibilité d'enrichir quand même le CPF par des informations potentiellement pertinentes, les fiches de poste, les compétences reconnues, les formations suivies, et assurer, il y a un point qui est last but not least, assurer la maîtrise par les usagers des paramètres d'écriture et de partage de données dans leur CPF, que chacun sache avec qui il veut partager quoi, et que ce soit toujours et strictement sous sa responsabilité propre. Donc, premier axe, élargir le périmètre des données pour qu'on ait un vivier de données sur lesquelles les services puissent ajouter de la valeur. Le deuxième, c'est de passer d'une appli fermée à une plateforme de services ouverte aux éditeurs publics et privés de services d'accompagnement. Parce qu'avoir des données, c'est bien, mais il faut les valoriser par un bouquet de services et d'applis numériques et d'IA. Et clairement, l'offre privée est tellement intéressante que ça serait dommage de s'en priver. C'est ça qui fera in fine la valeur d'usage de la plateforme. La troisième idée, c'est d'élargir le socle public de services qui sont actuellement proposés par mon compte formation et le passeport de compétences pour couvrir toutes les étapes de l'élaboration et de la mise en œuvre du parcours professionnel. La plateforme est un service public et donc chacun doit pouvoir accéder gratuitement à un bouquet de services qui inclut l'autodiagnostic de compétences, les propositions individualisées de parcours professionnel et de formation, par l'interrogation adaptée de l'usager, des services de valorisation du profil personnel, des analyses prospectives sur la demande ou l'obsolescence des compétences, ou encore un guichet d'accès aux lieux ressources pour la construction du réseau de l'usager et de son centre professionnel. Voilà. Et donc,
à minima, puisqu'on ne peut pas basculer de l'un vers l'autre comme ça, ce qu'on pense, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins une étude qui soit lancée pour instruire ce sujet et définir une feuille de route. Et de toute façon, il nous semble qu'un bilan d'étape de mon compte formation s'impose. Voilà, j'ai déjà parlé très longtemps. Je vais laisser Jérémy, qui connaît très, très bien ce sujet, réagir sur ses propositions et nous présenter ses propres perspectives. Merci beaucoup, Mathias. Bonjour à tous. C'est un gros boulot déjà que vous avez abattu, bravo. Il y a vraiment énormément de matière. C'est dur de trouver un axe en particulier sur lequel rebondir. Donc moi, je vais passer plutôt sur le sujet de la digitalisation, un peu, de la digitalisation à l'orientation, puisque pour beaucoup en parler avec le ministère, que ce soit au ministère de l'enseignement supérieur sur la partie insertion ou que ce soit au ministère du Travail sur la partie Un jeune, une solution, au Haut Commissariat, on voit bien qu'il n'y a pas cette prise en compte de la notion de réflexivité en fait, dans l'orientation. Il y a encore une vision de l'orientation qui est très liée à la notion de placement presque. C'est si on dit ben voilà, on va montrer les métiers, on va essayer de trouver de l'adéquation de la personne avec un métier. Et en fait, ces dernières années notamment, la science de l'orientation a beaucoup, beaucoup évolué. De plus en plus, on est dans un paradigme qu'on appelle du life design, où on ne va pas chercher à faire en sorte que les personnes trouvent une adéquation avec le marché, mais se créer leur propre chemin. La raison étant que l'époque où on cherchait un dream job, c'est fini. On va changer d'emploi et de carrière probablement tous les 4-5 ans. Et donc, l'objet, c'est plus d'apprendre à apprendre que de trouver sa voie, en fait. C'est donc l'orientation de nos jours, c'est être capable de développer les ressources qui vont nous permettre d'être adaptables tout au long de la vie. Et ça, j'ai le sentiment, en fait, que dans beaucoup de projets d'orientation que je vois passer, on n'en est pas encore là. Donc, pour rebondir sur ta proposition de compte de développement professionnel, je pense qu'un axe clé, c'est de raisonner en termes de réflexivité. Donc, tout ce qui est sur cette plateforme et tout ce qui va être proposé, c'est à quel point ça me permet de me décentrer, à quel point ça apporte du sens pour modifier la perception de qui je suis et quel rapport j'ai au monde, en gros. Et je pense qu'il y a on parle de digitalisation, il y a un gros travail à faire avant d'en arriver là. C'est la digitalisation, elle permet de passer à l'échelle des pratiques qui sont déjà maîtrisées normalement. Donc, a priori, des bonnes pratiques. Et en matière d'orientation, on ne peut pas dire que le marché ait encore très clairement identifié l'ensemble des bonnes pratiques du sujet quand on regarde les praticiens en orientation, en accompagnement à l'orientation, que ce soit sur des jeunes publics ou que ce soit sur des adultes. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de normes, il n'y a pas ce que tu veux. Et donc, moi, je pense qu'à côté de tout ce qu'on se dit là, il y a un travail de consensus à faire aussi sur les bonnes pratiques de l'orientation. Qu'est-ce que ça veut dire en France, les bonnes pratiques de l'orientation? Un processus qui soit performant, qui soit éthique. Je n'ai pas de solution toute faite parce que nous, chez Job Teaser, c'est un sujet qu'on porte là depuis 3 ans et demi avec une équipe de recherche, en travaillant directement avec des labos, avec les ministères. Et c'est un casse-tête sans nom. On a déjà investi plus de 50 millions dans le sujet, on n'en est toujours pas sorti. Sur 3 ans, on a investi 50 millions pour avancer sur le sujet. On a aujourd'hui, je pense, un des 2-3 modèles les plus avancés dans le monde sur le sujet. Et pourtant, j'estime aujourd'hui, en 2022, qu'on est à peine 1% du sujet. On a couvert à peine 1% du sujet. Donc je pense qu'à un moment donné, si l'acteur public ne vient pas lourdement financer des initiatives de réflexivité, on n'arrivera pas à avancer. Donc, et quand on parlait du compte de développement personnel, un peu comme Un jeune, une solution, là par exemple, ça fait 6 mois qu'on essaye de faire évoluer Un jeune, une solution pour que ce ne soit pas simplement la fin du chemin. Autrement dit, je te propose un job, mais toute la partie avant. Donc, pouvoir intégrer tous les acteurs qui existent sur le marché, qui font un boulot fantastique, comme ce qui a été présenté avant, par exemple, et il y en a plein d'autres. C'est en fait que tous ces acteurs-là, on arrive tous à marcher ensemble et que ça crée un parcours vraiment cohérent.
On a un catalogue chez Pôle emploi qui est l'Emploi Store. On a Un jeune, une solution qui propose des stages et des jobs pour les jeunes. Maintenant, il faudrait une plateforme comme ça, plus ambitieuse, pas que pour les jeunes, pour un peu tout le monde, mais qui permette, en fait, au-delà du simple catalogue, de créer son propre parcours de développement. OK. Quand tu parles de réflexivité, tu opposes, enfin, si je comprends bien ce que tu dis, c'est il faut l'orientation ne doit pas juste être une adaptation à l'existant, mais s'appuyer sur un travail de réflexivité de chacun. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce que tu entends par réflexivité? Oui, merci Mathias. Alors, le sujet, en fait, c'est se dire quel est l'impact attendu de l'orientation. En orientation, en fait, je ne veux pas t'aider à trouver un job. Ce n'est pas du tout mon boulot. C'est en orientation, je veux faire en sorte que tu aies les moyens de trouver un job par toi-même quand tu en as besoin, chaque fois que tu en auras besoin. Et donc, c'est ce qu'on appelle la réflexivité, c'est que je sois capable, en gros, de te faire avancer sur 3 grands sujets. C'est en gros à quel point tu te connais toi-même, c'est-à-dire à quel point tu connais tes zones de force, tes limites, ce qui t'anime. Donc là, c'est un peu des sujets classiques en orientation, ça, les intérêts professionnels, tout ça, mais bon, on peut aller beaucoup plus loin. Il y a une deuxième zone qui va être à quel point je comprends le monde et son fonctionnement. Là, ça, par exemple, ça va être connaître les métiers, connaître les secteurs, connaître les codes attendus pour l'emploi, ce genre de choses-là. Et une troisième partie qui va être plus être capable de me préparer parce que tout ça, c'est une compétition. C'est-à-dire qu'on a toujours le job par rapport à quelqu'un d'autre. Et c'est jamais dans l'absolu. Et donc, c'est bien comprendre, là, c'est un truc qu'on a déjà évoqué ensemble, mais la différence entre l'employabilité et la travaillabilité. Donc, l'employabilité, c'est je réponds au code qu'attend un recruteur. Et la travaillabilité, c'est je suis capable de créer de la valeur. Et donc, en fait, c'est quand je parle d'un processus réflexif, c'est un processus qui doit être capable de t'aider à bien te comprendre, aider à bien comprendre le marché, pour arriver à identifier des zones où tu peux te développer aussi bien pour être sexy auprès d'un employeur que pour vraiment créer de la valeur dans la société. Et quand je dis de la valeur, c'est la valeur socio-économique, hein, c'est au sens très large. Donc, en tout cas, c'est de la valeur qui puisse à un moment donné être valorisable pour en vivre. Et donc, la réflexivité, ça va être un peu le résultat de tout ce qui va permettre pour faire simple, de te faire réfléchir sur toi-même. Faire réfléchir, c'est quel est ton rôle par rapport à l'ensemble de ce qui se passe. Le groupe social dans lequel tu te situes, la société, tout ça, c'est quoi ta contribution à la société. La réflexivité va poser cet enjeu-là. Et tout ce qui existe, depuis la simple offre d'emploi jusqu'à un test de développement personnel, tout doit avoir un impact réflexif. Quand on parle de digitaliser l'orientation demain, on doit être capable de tout ramener avec cette espèce d'indicateur, de dire, OK, quel est l'impact réflexif de ce module? Pour développer un indicateur qui, en sciences de l'orientation, est bien connu, qu'on va appeler la maturité vocationnelle, qui est en fait le vrai Graal de l'orientation. Si tu veux, c'est pour pouvoir penser le plein emploi, pour pouvoir penser une société dans laquelle on a un chômage frictionnel qui est minime, on doit raisonner non plus comme on l'a fait depuis ces 50 dernières années, en se disant on va aider les gens à se placer ou quoi que ce soit. Non, on doit mettre en place tout ce qui permet aux gens de devenir autonomes. Ça, je pense que ça te parle. Ah, dès lors que renforcer l'autonomie est au cœur du projet des hashtags le plus important, et évidemment. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ces propositions. Est-ce qu'on peut revenir quand même un petit peu à cette idée de vision d'avenir de mon compte formation? Je sais que tu étais beaucoup intervenu au moment de la création, de la conception de mon compte formation. Qu'est-ce que tu penses de la manière dont on pourrait optimiser sa valeur sociale et sa valeur d'usage? Alors, avec mon cofondateur au LabRH, Boris, on a en fait développé le compte personnel d'activité pour le compte de l'État. Donc, c'était l'équivalent de la deuxième version du CPF, puisqu'il y a eu le CPF, le CPA, puis le RECPF. Et donc, le CPA, c'était la deuxième version. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que par rapport à toutes les idées qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est l'ingénierie qu'on peut mettre derrière, c'est le dossier qu'on a proposé faisait 108 pages. C'est ce qui a été développé sur le CPA, c'est-à-dire repassé par le ministère, par les opérateurs, c'est l'équivalent de 8 pages du dossier.
Donc, pour moi, le Il premier… manque 100 pages. Il manque 100 pages. Il manquait 100 pages. Donc, quand on l'a développé, on savait très bien que le truc, ça ne correspond pas du tout, notamment par rapport à cet impact réflexif, cette capacité à faire des liens entre les différents sujets. C'était appauvri au possible. Pour tout un tas de raisons, hein, des raisons qui allaient de Mediapart va nous accuser d'utiliser des données personnelles à on n'aime pas la couleur, donc on change tout. Il y avait vraiment de tout et de n'importe quoi. Et je pense aussi que c'est malheureusement un sujet dans lequel il faudrait que l'acteur politique s'investisse le moins possible sur l'opérationnalisation. Je pense qu'en fait, les solutions doivent venir du terrain, que l'ingénierie complexe qui va derrière peut être pensée, mais je ne pense pas qu'elle puisse être pensée au niveau politique. Donc, en gros, la vision d'avenir, on en a parlé, c'est-à-dire des solutions qui soient réflexives, qui permettent aux gens d'avancer et à la fois qui permettent de trouver des solutions. L'enjeu, à chaque fois, il est double, hein. C'est le court terme. On va avoir des personnes qui sont sur un marché de besoins, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'un emploi maintenant, elles ont besoin de pouvoir avancer rapidement. Et après, il y a le marché d'opportunités, les gens qui doivent travailler leur employabilité dans le temps, qui doivent penser à l'avenir, où là, on a un réflexe à développer en France sur ce sujet. Et en fait, on doit avoir un compte personnel de développement qui répond à ces deux besoins, le marché de besoins, le marché d'opportunités. Et donc, ça, c'est là qu'on peut mettre des visions très, très fortes après sur cette notion de temporalité. Si toi, tu avais, je vais poser la même question pour conclure que celle que j'ai posée à Néla tout à l'heure, même si je pense qu'elle est assez transparente par rapport à ce que tu nous dis avant qu'on passe à la section suivante. Si toi, tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais pour mieux mettre le numérique au service des parcours professionnels et de l'employabilité? J'irai voir Pierre chez France Compétences, Pierre Dehoninck, qui est le président de France Compétences. Oui. J'irai voir Pierre et je le sommerai de mettre en place un référentiel de compétences, de métiers, de compétences et plus largement, c'est-à-dire des métiers qui puissent être liés à des intérêts professionnels, en gros ce qu'on appelle une ontologie. Je le sommerai de mettre en place une ontologie professionnelle française qui permettent en fait de créer une forme de norme et qui soit maintenue au plus haut niveau. Parce que je pense que la principale difficulté du marché, c'est qu'on doit en permanence, chacun à notre niveau, inventer cette norme. Et que du coup, il n'y a rien de compatible. Le marché a besoin de ça pour construire. Et à partir de là, vu tous les acteurs qu'il y a sur le marché, je pense que tout avancera très, très vite et se connectera très, très vite. On a un sujet d'intercompatibilité, d'interopérabilité entre les différents outils et c'est la principale raison. Et Rome Alors, le ROM V3, il est intéressant, hein, seulement, en fait, c'est plus un référentiel intellectuel. C'est quand le ROM, aujourd'hui, il est très compliqué pour aider une entreprise à faire sa mobilité interne ou à faire sa workforce planning. Le ROM, il est très, très compliqué pour aider des jeunes à s'orienter. Lire une fiche ROM pour un jeune, c'est impossible. En fait, c'est le problème du ROM, c'est que c'est un outil qui est extrêmement puissant, mais aujourd'hui trop technocratique, pas assez opérationnalisable. D'accord. Donc, c'est pas on jette tout à la poubelle et on en refait un autre. C'est plus ton souhait, c'est de rendre plus opérationnalisable, accessible aux actifs le ROM existant. Exactement. Et pour ça, je marcherai comme on marche dans une entreprise, c'est-à-dire on identifie tous les cas d'usage pour lesquels on a besoin de référentiels de compétences et de métiers. Et ensuite, on itère un modèle, un outil qui réponde à ces différents cas d'usage. Aujourd'hui, le ROM ne répond pas à suffisamment de cas d'usage. D'accord. OK. Bon, écoute, c'est très clair. Un grand merci à toi. Merci. Je propose qu'on bascule sur la dernière séquence et juste au moment où Bénédicte se joint à nous. Merci Bénédicte. Donc, merci beaucoup Jérémy. Bonne continuation à toi. On espère que tes appels seront entendus. Et donc, je vais passer la parole à Eric pour la dernière séquence sur comment faciliter l'adaptation des travailleurs aux nouvelles compétences numériques. Et je vais te laisser accueillir Bénédicte Thillois. Merci Mathias, merci Jérémy pour ces éléments. Et effectivement, on va accueillir Bénédicte et peut-être pour
dire quelques mots sur le parcours impressionnant de Bénédicte, qui a été dirigeante au sein du groupe SNCF et qui a aussi cofondé 2 startups, 10h32 et Ask for the Moon, et qui aime bien évoquer le fait qu'après 27 ans passés au sein de la SNCF, Bénédicte est une senior qui a découvert le monde des startups. Et je vous invite, une fois que vous aurez évidemment écouté avec attention ce qu'on va dire là, à découvrir son livre qui s'appelle « La Team, le jour où j'ai quitté mon COMEX pour une startup ». Et vous verrez que Bénédicte manie à la fois la plume et le pinceau de façon assez remarquable, qui est une qualité supplémentaire. Merci Eric. Voilà, vous imaginez à quel point le stress monte chez moi à l'idée de présenter les propositions le plus important pour se faire avec beaucoup de bienveillance challenger par Bénédicte, ou en tout cas la faire réagir. On s'est proposé en préparant cette session pour vous, participants et participantes, que Bénédicte se ferait un plaisir de m'interrompre et de rebondir au fil de l'eau plutôt que d'attendre d'avoir présenté chacune des grands axes de ce sujet. Donc, on est là pour parler de l'adaptation des travailleurs aux nouvelles compétences numériques. Je crois qu'on a assez bien illustré jusque-là. On fait face à des disruptions technologiques qui font évoluer le travail, les emplois et les compétences dans une proportion qu'on n'a jamais connue jusque-là, avec des métiers augmentés, que ce soit des métiers traditionnels. Je suis contrôleur de gestion, je suis augmenté par ce que m'apporte la data. Je suis juriste ou avocat, je suis augmenté par ce que m'apporte l'intelligence artificielle, mais ça peut aussi être des exosquelettes qui viennent réduire la pénibilité dans les métiers de manutention. Ça, c'est une chose. Il y a des nouveaux métiers aussi qui n'existaient pas jusque-là, machine learning, cybersécurité, éthique, IA. On trouve aussi des Chief Biased Officers, par exemple, et des nouvelles compétences. Et là, je pense que Bénédicte pourra réagir largement dessus sur la créativité, l'adaptabilité et la capacité à apprendre à apprendre. Pourquoi est-ce qu'il nous paraît important de travailler sur cette notion de transition? C'est vraiment pour prévenir les risques d'obsolescence des compétences, accompagner les reconversions, afin d'éviter tout simplement aux salariés dont l'emploi est menacé par l'automatisation de basculer dans le chômage. Et donc, il y a un vrai besoin de dialogue social, il y a un vrai besoin de mobilisation collective, que ce soit au sein de l'entreprise ou en dehors. On a structuré nos propositions, donc la fin des 40 propositions de ce rapport, je vous invite à retrouver sur le fil, en 3 axes. Le premier, c'est en fait renforcer la mobilisation des outils de gestion des compétences tout au long de sa vie. Le deuxième axe, c'est développer les apprentissages et le tutorat en situation professionnelle. Et le troisième axe, c'est accompagner les transitions professionnelles face aux mutations numériques du monde du travail. Donc, voilà les 3 grands axes. Alors, je vais pas reprendre chacune des propositions. Je vais peut-être faire quelques sélections de celles qui nous paraissent les plus emblématiques. Il y a tout d'abord, et je m'adresse à la fois au public ici et à Bénédicte, le fait de renforcer la communication sur des outils qui existent et qui permettent de valider les compétences numériques. Il y a ce qu'on appelle le PIX, qui est au niveau du service public. Alors, il y a d'autres solutions privées qui permettent aussi de proposer un TOEFL du numérique. Vous savez, c'est je mets sur mon CV mon niveau d'anglais, et de pouvoir demain mettre sur mon CV mon niveau de compétences numériques. Et quand on sait qu'il y a plus de 13 millions de Français qui sont effectivement à l'écart de cette transformation numérique, ça nous paraît un élément important. Donc ça, c'est le premier axe. Je valorise et je communique de façon très simple sur mon niveau de compétence. Ensuite, il y a… Est-ce que je peux t'interrompre déjà ou pas? Oh là là, déjà. Je vous avais dit que non, mais… l'exercice très difficile pour moi, mais voilà. C'est un truc qui a été fait, alors peut-être parce que c'est leur métier, mais qui a été fait chez Orange au début. Ils avaient fait passer à leurs salariés, alors je pense pas, à l'époque, ça ne devait pas être cet outil-là, mais ils leur avaient fait passer une sorte de passeport. Et en fait, ils les avaient aidés à réussir tous les visas, parce qu'en fait, ça marchait comme ça, avec des tampons sur le passeport. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils les avaient… c'était fait de manière très bienveillante et tout le monde y passait, quel que soit le métier exercé, avec pas mal d'entraide. Et ça avait un peu dédramatisé finalement le passage au numérique. Je crois que c'est celui qui en avait été à l'initiative, c'était Bruno Meckling du temps où il était DRH d'Orange. Je te rends la parole. Voilà, merci pour cette illustration. Il y a aussi des solutions comme Digit, par exemple, et une anecdote d'une grande entreprise, d'une CAC 40, que je ne citerai pas,
qui voulait communiquer de façon massive sur son niveau d'expertise numérique, en tout cas de ses collaborateurs, et qui a passé effectivement alors, le passeport ou Digit ou Pix, et s'est rendu compte qu'il y avait peut-être besoin de développer ces compétences. Donc, c'est à la fois un intérêt pour les entreprises, mais aussi évidemment à titre individuel. Ensuite, il y a une deuxième partie sur la mobilisation des outils de gestion tout au long de sa vie, qui est un outil qui existe aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Et nous, on pense qu'il faut renforcer l'expertise de ce Conseil en évolution professionnelle sur les métiers du numérique et généraliser cet usage pour en faire un vrai outil de mobilité professionnelle. Ce sont les propositions 30 et 31 pour ceux qui sont en train de nous suivre directement sur le document. Et pour nous, cette généralisation de l'usage du CEP, Conseil en évolution professionnelle, il faut quoi? Il faut communiquer davantage sur le sujet vers le grand public. Ça fait partie de ces outils qui sont extrêmement intéressants mais peu connus. Il faut ouvrir ce dispositif à de nouveaux acteurs en capacité de combiner à la fois bilan de compétences et une vraie compréhension des évolutions des besoins, et ouvrir ce dispositif aux salariés eux-mêmes pour les faire évoluer vers d'autres qualifications. Vous verrez que les propositions qu'on pousse là visent à anticiper la situation où c'est un peu trop tard et on se retrouve complètement disqualifié sur le marché du travail. Donc voilà sur ce premier axe. Le deuxième axe, c'est de développer… Juste une seconde, Eric. Bien sûr. Le CEP, est-ce que c'est bien celui-là sur lequel on compte un peu sur le conseiller professionnel de Pôle emploi pour le faire connaître, ou est-ce que c'est autre chose? Oui, tout à fait. Le conseiller Pôle emploi a un rôle clé à jouer dans le dispositif, et c'est complété d'un dispositif online qui permet d'avoir à la fois la dimension humaine et la capacité à trouver un certain nombre de conseils dans son évolution professionnelle. Parce qu'en fait, moi, la réaction que j'ai par rapport à ça, c'est qu'il y a une petite difficulté à mettre en ligne des outils pour aider des gens qui sont en fait pas très débrouillards en ligne par construction. Oui. Et que donc ça passe un peu par le goulot d'étranglement du conseiller Pôle emploi. Donc je comprends qu'il a il a un portefeuille de gens à s'occuper qui est monstre. Et donc je trouve qu'une des choses qui a été le plus bien réussie par des gens qui se sont engagés dans la formation et la reconversion des salariés sur la partie numérique, c'est le fait de constituer des promos ou des buddies, enfin en tout cas ne pas laisser les gens seuls face à la formation, mais organiser les choses pour qu'elles puissent être faites ensemble. Et je trouve que la dimension communautaire de l'apprentissage, c'est un point qui pourrait être développé. Quitte à ce que d'ailleurs Pôle emploi, alors j'en ai pas du tout parlé avec eux, mais puisse être à l'initiative d'organiser ces fameuses promos. Et peut-être que ça leur ferait gagner du temps, parce que peut-être que s'il y avait, je sais pas moi, une promo d'une dizaine de personnes engagées dans le même type de formation, ils pourraient d'ailleurs repérer les gens qui ont peut-être besoin des mêmes types d'apprentissage. Et puis les aider à être en cohorte, en promo, en cordée, enfin tout ce qu'on peut, tout le vocabulaire qui va bien. L'idée étant que, tu évoquais tout à l'heure mon expérience de senior, moi je pense que je me suis débrouillée, mais je me suis débrouillée parce que j'avais à côté de moi des jeunes dans ma start-up très sympas qui m'ont aidée en fait, et ça a été… j'ai accédé plus vite, c'est-à-dire que je ne me suis pas retrouvée devant mon écran à pester longtemps. Dès que je commençais à galérer sur le sujet, je pouvais immédiatement solliciter quelqu'un qui me rassurait sur le fait qu'en fait c'était 3 fois rien, il y avait une croix en haut que je n'avais pas vue, et qu'il suffisait des choses aussi basiques que ça qui peuvent parfois quand même achever de nous mettre en pétard quand les trucs ne sont pas bien faits, quoi. Enfin, c'est terrible. Ouais, donc, ce que tu dis, Bénédicte, c'est que par rapport à notre proposition sur le conseil en évolution professionnelle, c'est de dire attention à aussi renforcer côté conseiller Pôle emploi la capacité à utiliser cet outil, ça c'est une chose. Et alors maintenant, tu manies le vocabulaire de start-upeuse brillamment en parlant de buddy, qui est effectivement, j'aime bien cette idée de promo de demandeurs d'emploi ou de promo de salariés, et de jouer sur finalement, allez, on va utiliser pompeusement le terme d'intelligence collective, mais de déporter une partie du travail auprès des personnes qui sont directement motivées et intéressées par ça. D'accord.
Ok, dans cette même veine, ça nous permet de basculer, et merci pour la transition, sur l'apprentissage et le tutorat en situation professionnelle. Okay. Dans les propositions, effectivement, l'idée, c'est bien d'accroître les financements et la valorisation de l'AFEST, de la formation en situation de travail, encadrée par des formations pour les managers et les accompagnants. Parce qu'une chose est d'être buddy, pour reprendre ton expression, une autre chose est de savoir pouvoir le mener. Et tout ça, il faut pouvoir l'humaniser avec différentes actions de type tutorat numérique en entreprise. On parle de mentorat inversé, effectivement, avec un jeune qui va plutôt aider un senior, mais ça peut aussi être quelqu'un qui est plus aguerri, jeune ou pas jeune d'ailleurs, et qui vient porter main forte. Et l'idée, et ça fait l'objet des propositions 32 et 33, de professionnaliser cette partie-là et d'assister et d'accompagner pour que on évite les situations où finalement je vais me former au numérique ou en ligne, donc complètement déshumanisé, ou je sors de mon métier, mais vraiment de le faire en situation professionnelle. Pour ça, il y a aussi le fait de généraliser les outils d'évaluation de la capacité à apprendre des collaborateurs. Je disais tout à l'heure que tu as dû apprendre sur le tas en quittant le COMEX pour rejoindre une start-up, ce qu'on appelle en anglais, alors pardon pour l'anglicisme, mais le learning quotient, qui est vraiment de se dire comment est-ce que je mesure ma propre capacité à apprendre, mes meilleurs moyens pour apprendre ça. Et ça nous paraît un axe intéressant. Il y a le tutorat et il y a aussi cette prise en compte que tout le monde n'apprend pas peut-être de la même manière, à la même vitesse, avec les mêmes outils, et que la généralisation des plateformes 100% e-learning est une solution, mais pas la seule. Oui, en tout cas, c'est très important d'aider, de faire réfléchir les gens à la manière dont ils ont appris quelque chose. Et parmi les choses que j'ai faites dans ma start-up, ce qu'on se disait, c'était qu'en fait, on entraînait les gens à transmettre, avant d'apprendre, à transmettre les choses sur lesquelles dont ils étaient le plus fiers et qu'ils savaient le mieux mettre en valeur. En se disant qu'ils franchissaient une première étape en enseignant ce qu'ils savaient faire de plus facile, et que ça les mettait en situation ensuite de se questionner sur comment eux-mêmes avaient appris et comment eux-mêmes en fait étaient capables d'apprendre autre chose. Et on n'apprend pas tous de la même manière. En fait, c'est intéressant de faire réfléchir quelle est la dernière chose que tu as apprise, dans quelles conditions, grâce à qui, qu'est-ce que tu as ressenti comme émotion, est-ce que ça t'a fait plaisir, est-ce que ça a été une galère, enfin tout ça, je pense que ça fait partie des choses qui sont intéressantes. La première des choses qu'on apprend étant à marcher, en fait, on apprend par l'expérience. Donc, je crois beaucoup à ça, faire réfléchir les gens sur comment ils ont appris. Ça dédramatise l'école, en fait. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a trois choses. Il y a prendre conscience que dans cette situation de transition numérique, finalement, il y a des choses que je sais et que je peux transmettre. Il y a comment est-ce que j'apprends et comment est-ce que les autres apprennent. Donc ça, c'est une prise de recul. Et il y a ensuite ces principes de tutorat ou de mentorat qui peut être intéressant. Et en fait, on en sait toujours plus que ce qu'on croit. Et ça, c'est vrai à titre individuel, et c'est vrai aussi, et c'est la transition vers l'axe 3, on voit qu'il y a, et c'est une proposition numéro 35, un vrai enjeu de généraliser sur tous les territoires des programmes de sensibilisation et d'accompagnement des dirigeants. Là, on a vu à titre individuel, qu'est-ce que je peux faire moi ? Comment est-ce que je peux être aidé ? Mais c'est vrai qu'on constate, suivant les études, qu'entre 40 à 50% des dirigeants de TPE et PME repoussent cette notion de transition numérique en disant « mais attends, ce n'est pas forcément pour moi, il faut que je me concentre sur le carnet de commandes, il faut que je me concentre sur ma trésorerie, sur une vision assez court-termiste, qui est tout à fait normale, qui s'explique. Mais c'est vrai qu'il y a un enjeu à aider ces dirigeants et dirigeantes à prendre un peu de hauteur et se dire « mais comment est-ce que je peux embrasser cette transition numérique ?» Il y a des initiatives, on cite dans le rapport l'initiative de la Nouvelle-Aquitaine qui a été financée par la région à destination de 100 PME et TPE locales pour les aider, leur donner un coup de pouce pour dire tiens, regarde, voilà ce que tu pourrais faire avec le numérique, voilà le type de compétences qu'il faudra développer dans ton organisation et voilà comment est-ce qu'on peut anticiper les choses. La question des dirigeants, elle est complètement centrale parce que le dirigeant, il est modélisant dans ses comportements.
il n'y a rien de pire qu'un dirigeant qui, en fait, fait des claquettes sur une estrade en parlant d'innovation, numérique notamment, et dont tout le monde sait que son assistante lui tirerait encore ses mails. Alors, je pense que ça n'existe plus, mais j'ai quelques souvenirs de ces situations un peu baroques. Et le fait que le dirigeant fasse l'effort, que ça se sache, qu'éventuellement il ait des difficultés à le faire, c'est une condition de réussite pour que tout le monde s'y mette en réalité. Oui. C'est-à-dire que les patrons qui font les gros bras et qui montrent qu'en fait, ils sont capables facilement de le faire et que tout ça n'est qu'une affaire d'énergie et d'y passer un tout petit peu de temps, ça vient presque décrédibiliser le message. Ce qui est important, c'est qu'ils montrent qu'ils s'y collent comme les autres avec la même envie de réussir. Et pour être passé par là, ce que je peux dire, c'est que comment dire, c'est quand on fait soi-même qu'on mesure à quel point les choses ont changé depuis le temps où on était opérationnel. Et au-delà du numérique, c'est une occasion aussi de prendre conscience que ça a changé des comportements, quotidiens. Alors, ils l'ont vu avec la pandémie parce qu'ils se sont retrouvés comme leurs salariés, parfois avec le chien dans les pattes, les mômes sur les genoux, dans les maisons de campagne. Hein. Mais c'est une manière de mesurer quand même que même si on fait plus par soi-même et on est plus uniquement dans le faire-faire, voire dans l'influence, c'est important de comprendre que le monde change vite, très vite avec le numérique, et qu'il n'y a pas meilleur moyen de s'en rendre compte que de s'y confronter. Et que c'est pas grave, et que c'est pas grave d'être nul, et que tout le monde. Le storytelling, entre guillemets, des difficultés rencontrées fait plus de bien à une entreprise que le patron qui soit ne le fait pas parce qu'il a autre chose à faire, soit prétend le faire avec facilité parce qu'il est né dans un bain numérique depuis qu'il est tout petit. Oui, bien sûr, et qui crée du coup le décalage avec le reste de l'équipe. Et cette sensibilisation, effectivement, des dirigeants et des collaborateurs des TPE et PME nous amène à une proposition suivante, la 36, qui est de créer des modèles d'identification de compétences adjacentes, qui est de se dire, mais finalement, plutôt que, pardon d'être brutal, mais de se débarrasser des personnes en se disant, tiens, en fait, elles ne sont plus adaptées par rapport à ces transitions numériques, de dire, mais finalement, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, vous avez des compétences qui sont intéressantes, Ouais. on va rajouter un élément supplémentaire de compétences numériques qui vous permettre de faire la transition. Et pour ça, on dit, nous, lançons des appels d'offres pour créer vraiment ces modèles d'identification de compétences. On identifiera plus facilement les passerelles entre les métiers en s'appuyant sur de la data science et de l'intelligence artificielle et déceler ou des signaux faibles ou des choses qui peuvent être un peu contre-intuitives et de se dire, mais finalement, lorsque je suis sur un métier ou manuel où j'ai besoin d'être très rigoureux, c'est des choses qui peuvent être intéressantes lorsque on parle de chef de projet numérique où là, il faut faire un certain nombre de tests et vérifier que ce qui a été réalisé est intéressant. Donc ça nous paraît aussi un élément important qui nous amène derrière à la proposition suivante qui est d'anticiper les secteurs qui sont les plus rapidement touchés par la robotisation et d'accompagner au niveau national ces secteurs. On pense évidemment à la logistique, au transport routier, au-delà de tout ce qu'on a connu dans le domaine de la distribution, sur les caissiers et caissières. Et là encore, on peut très bien imaginer plutôt que de fabriquer des équipes pluridisciplinaires, c'est-à-dire d'être à deux avec un qui sait le métier et un qui sait le numérique et de les faire bosser ensemble. C'est parfois plus efficace que de former celui qui connaît le métier au numérique et celui qui connaît le numérique au métier. Enfin, moi, je crois beaucoup vraiment pour dire les choses de manière plus crue encore, c'est la relation humaine qui fait qu'on a envie d'apprendre. On apprend parce qu'il y a un enjeu humain associé. On n'apprend pas juste pour le plaisir de se mettre des trucs dans la tête. C'est rare en tout cas. C'est rare et particulièrement dans les entreprises. Surtout pour des gens qui peuvent éventuellement être des grands brûlés de l'école. Hein. Et du coup, ce qui est intéressant et qui nous amènerait peut-être à imaginer des propositions supplémentaires sur des modèles originaux d'apprentissage et pas forcément essayer de faire entrer dans la tête de toute l'entreprise, de tous les collaborateurs, le même niveau de compétences. On l'a vu
On a vu quelques initiatives de ce type-là, de se dire je vais former effectivement tout le monde de la même manière. Ce que tu dis, toi, c'est la création de binômes peuvent être intéressants pour obtenir le même résultat et ce travail en groupe ou ce travail en relation humaine peut être intéressant. Tu me citais quand on a préparé la table ronde une initiative intéressante d'un grand groupe de musique, c'est ça? Je ne sais pas si c'est le bon moment pour l'évoquer ou en parler. Alors eux, ils sont allés très loin dans la constitution d'équipe, c'est qu'ils vont jusqu'à fabriquer des contrats de travail à plusieurs. C'est-à-dire, en fait, ils se sont rendus compte que dans l'univers de la musique, quand ils avaient des groupes, en fait, ils avaient des contrats avec des groupes entiers et ils viendraient à l'idée de personne de ne sélectionner dans un groupe que le chanteur et le bassiste et de considérer que pour la partie de la batterie, en fait, on la confierait à quelqu'un d'autre parce qu'il serait plus compétent. On prend le groupe en totalité parce que le groupe, en fait, produit un truc parce qu'ils se connaissent et ils aiment travailler ensemble. Et ils se sont rendus compte que c'était la même chose pour les salariés non musicaux, et que, y compris dans une fonction RH, ils pouvaient très bien recruter des personnes qui avaient envie de travailler ensemble sur des contrats collectifs. Alors c'est un peu bizarre, hein, ce truc est étrange et est en train d'être vérifié, j'allais dire, sur le plan de la garantie pour les uns et pour les autres au plan légal. Je dis ça pour pas donner l'impression que ceci n'est pas encadré. Et pour autant, ça fonctionne bien, c'est-à-dire que ils sont ravis de l'avoir fait. Et moi, j'avais jamais entendu parler de ça, très honnêtement, mais je trouve que c'est amusant de voir que ça peut aller jusque-là. En tout cas, c'est un signe que à partir du moment où quelqu'un commence à vouloir comment dire, promouvoir quelque chose qui est fondamentalement, qui a une portée juridique aussi importante, c'est bien un signal que le monde est en train de muter dans ce domaine-là, quoi. Du coup, des nouvelles formes de collaboration. Oui. Et qu'en fait, ces nouvelles formes de collaboration, il faut leur donner un cadre juridique pour leur permettre en fait de croître et embellir. Donc, c'était la première fois que j'en entendais parler, hein. Le DRH en question, il est conscient du fait qu'il est sur les franges et qu'il est en train d'ouvrir un nouveau périmètre, on va dire. Je trouve ça intéressant à suivre en tout cas. Et puis c'est intéressant parce que ça vient du métier, c'est-à-dire que peut-être que si on faisait ça chez Carrefour, ça n'irait pas parce que ça ne correspond pas à la culture métier. Ce qui est important, c'est que ça correspond à leur culture métier. Sans doute faut-il imaginer d'autres choses dans d'autres entreprises qui ont une culture métier. En tout cas, il faut respecter les noyaux élémentaires de travail, en fait, parce que c'est ça qui fait les identités professionnelles. Et quand on insère le numérique à l'intérieur de ce qui fait l'identité des gens, en fait, ils n'ont pas l'impression qu'on dénature leur métier. Ça me rappelle une très vieille, si j'ai encore le temps, parce que je suis bavarde, Eric, j'ai le droit. Vas-y. Il y a 20 ans. On t'écouterait pendant des heures, Bénédicte. Ah, c'est très gentil, très gentil. Il y a 20 ans, je vous assure, il y a 20 ans, j'ai fait arriver le billet imprimé. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler, il y a 20 ans, on avait des tickets de train qui ressemblaient à des billets d'avion. Et le contrôleur, il arrivait dans un compartiment. Éventuellement, il avait une pince. Il donnait un coup, parfois au carreau, pour réveiller les gens qui étaient dans le compartiment. Et il mettait un coup de pince pour montrer que le billet avait été contrôlé. Le jour où tout ça a disparu, c'est-à-dire qu'en fait, on a imaginé que le billet serait réalisé à domicile et imprimé, puis carrément totalement virtualisé. La question des contrôleurs était: que deviendra notre métier? Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a fait avec eux une étude prospective et je me rappelle l'avoir fait conduire par eux. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons dit voilà ce qui va se passer. On avait dit, compte tenu de des évolutions en cours, il y a plein de scénarios métiers qui vont se produire. Quel est celui avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise? Et donc, ce qui était très, 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 très intéressant, c'est qu'ils ont vu arriver donc le numérique, les questions de régulation de la vie à bord, le fait que les gens allaient vouloir être servis, enfin, plein de choses. Puis dans les scénarios qui ont été choisis, ils en ont choisi un qui était
plus de numérique et plus d'humain. C'est eux qui l'ont choisi. Et 20 ans plus tard, je pense que c'est exactement ce qui est en train de nous arriver à tous, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont non contestables et qui sont forcément numériques, et ça n'aurait eu aucun sens d'imaginer d'avoir un billet de train autrement que totalement virtuel dans un téléphone, mais que pour autant, ça nécessitait qu'ils redéfinissent leur métier et qu'ils deviennent des régulateurs de la vie à bord dans toutes les dimensions, et qu'il fallait les former à ça, et qu'il fallait qu'ils soient très agiles aussi sur la capacité de lecture d'un titre numérique. Et en fait, ils ont fait les deux ensemble. C'est-à-dire, on n'a pas fait une évolution du métier numérique d'un côté et puis une évolution de la régulation à la vie à bord dans un autre truc. On a marié les deux. Et en fait, en mariant les deux, on a respecté l'identité professionnelle. Et c'est pour ça, le numérique tout seul, from scratch, c'est rarement une bonne idée parce que les gens le perçoivent comme une remise en question de leur identité professionnelle. Super clair. Et effectivement complètement aligné sur le sujet, et ça illustre bien en fil rouge illustre et complète les différentes propositions. Peut-être pour avancer proche de la conclusion, on a deux dernières propositions, les 38, 39, 40. Les 38 et 40 sont vraiment sur les mécanismes d'incitation. Et là, Amadash de Numéum, on l'évoquait tout à l'heure, pour inciter les entreprises et les entreprises publiques à anticiper, à avoir une vraie gestion proactive des parcours professionnels et d'investir en amont sur la requalification des professionnels. Et ça, je pense qu'on sera complètement aligné, Bénédicte. Et il y a enfin, et je l'ai gardé pour la fin en forme de clin d'œil, développer l'employabilité des seniors via le numérique. Ça passe évidemment par l'identification de compétences adjacentes, le fait de se dire mais il y a tout ce patrimoine, tout ce savoir-faire qu'on peut avoir en tant que senior, comment est-ce que je peux le transmettre et comment est-ce que je peux le compléter en logique de binôme, en logique de groupe ou dans une logique d'apprentissage plus individuelle. La question d'apprendre à apprendre et avoir cette mixité de formats d'enseignement qui nous paraît évidemment fondamentale. On voit qu'il y a au travers des 40 et quelques propositions qu'on a partagées aujourd'hui, des dispositifs et des mécanismes qui existent et qu'il faut valoriser, renforcer, faire connaître davantage. Il y a des nouveaux dispositifs ou des nouveaux formats pour reconnaître les compétences et les développer. Et il y a, et c'est peut-être le point de conclusion dans l'échange qu'on peut avoir, Bénédicte, et je sais que tu as travaillé sur ces sujets-là, sur cette notion de PIC, de plan d'investissement dans les compétences. Il y avait un précédent PIC qui est en cours, qui a été lancé en 2017, sur 5 ans, avec un montant exceptionnel de 15 milliards d'euros, qui était ciblé sur 2 millions de personnes, et sur des personnes qui étaient déjà éloignées de l'emploi. Et nous, ce qu'on dit là, c'est qu'il y aurait, et c'est pour te faire réagir, parce que je sais que tu as travaillé sur cette notion de PIC, cette notion, ce programme, un vrai intérêt, un vrai enjeu à lancer un plan d'investissement dans les compétences, donc un PIC de la transition inclusive. Alors derrière ce terme qui peut paraître un peu pompeux, il y a une vraie réalité qui est de se dire, finalement, cet accompagnement, il est critique à la fois sur le plan économique pour répondre aux enjeux des entreprises, mais aussi sur le plan social et sur le plan de la cohésion sociale, pour sécuriser l'employabilité. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement sur les personnes qui ont déjà décroché, mais on est vraiment sur la sécurisation de l'employabilité de millions de Français qui sont aujourd'hui touchés par cette dimension numérique. Les chiffres sur les différentes études parlent de 3,5 millions, 4 millions de Français qui sont à risque, entre guillemets, par rapport à cette dimension numérique. Et donc, l'ambition, ce serait de garantir que 100% des personnes qui en ont besoin puissent être formées d'ici 5 ans aux compétences, aux métiers de la transition numérique et écologique. Et donc, de bien réunir aussi, je sais que ce sont des thèmes qui tiennent à cœur, à la fois cette dimension numérique et cette dimension écologique, pour faire vraiment un pic de la transition inclusive. Comment est-ce que tu réagis par rapport à ça ? Tu as bien fait de rajouter écologique, parce qu'en fait, je me rends compte d'une chose, c'est que finalement, le numérique, quelle que soit la forme qu'il prend, ça reste en fait un outil. Ça ne peut pas être une fin en soi, c'est-à-dire on se forme au numérique pour quelque chose, y compris pour jouer à des jeux vidéo, hein, bien sûr. Et donc, en revanche, l'écologie, c'est un sens, une vision
et notamment une vision qui intéresse à peu près toute la nouvelle génération. Je crois que j'ai entendu dire récemment qu'il y avait 40% des co-anxieux parmi les jeunes, ce qui est quand même ce qui est quand même important. Et le fait de se dire qu'on peut mettre le numérique d'une certaine manière au service de la transition écologique, ça lui redonne en fait du sens. Et surtout, ça évite d'en faire uniquement un apprentissage d'outils pour en faire un apprentissage de métier. Et je répète toujours la même chose, parce que pour moi, ce qui est important, c'est l'usage. Et dans on voit bien qu'on va avoir besoin du numérique. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui en doute. Depuis la pandémie, on a besoin de numérique pour faire évoluer tout un tas de sujets de notre vie quotidienne. Et on va en avoir besoin pour adresser des sujets de transition écologique, de rapport, de notre rapport quotidien à notre environnement. Et je trouve que ça lui redonne, en fait, ça avait évidemment du sens de former la population au numérique, mais ça lui redonne un sens qui est sans doute plus, je ne sais pas s'il est plus noble, parce que toutes les occasions de former les hommes sont nobles, mais en tout cas, ça permet d'accrocher des gens qui pourraient ne pas comprendre pourquoi on les forme à un machin dont ils ne comprennent pas le sens. Si on leur dit que c'est pour les aider en fait à être contributeurs de leur apport à une solution dont tout le monde a conscience aujourd'hui qu'il faut qu'on la règle, quoi. Donc, voilà, moi c'est comme ça que donc avoir un. Alors après effectivement, j'ai fait partie du jury d'évaluation des propositions pour le 100% inclusion, et ce que j'ai constaté, c'est que avoir des gens qui soient capables de sourcer les publics les plus éloignés de l'emploi et qui sont capables aussi de faire toute la chaîne qui conduit ces gens jusqu'à un emploi pérenne dans l'entreprise, c'est pas facile, et que ça nécessite en fait de fabriquer des attelages avec des gens qui viennent en fait d'univers très différents, et composer ces attelages pour permettre que les formations soient effectivement utiles, c'est un énorme travail d'ingénierie de formation. Et il faut se pencher aussi sur ce sujet pour que l'argent soit correctement dépensé. Parce que sinon, le risque, c'est de former des gens, puisqu'ils n'ont toujours pas d'emploi, ou de les former pour 2 ans, alors que l'emploi qu'on leur propose va être lui-même, pardon pour le terme, disrupté par encore autre chose. Oui, bien sûr. Après on est à la fois condamné, et c'est la chance aussi de devoir se former tout au long de sa vie. Là, le point, et peut-être Mathias, je vais te laisser rebondir, c'est vraiment par rapport au pic sur lequel tu as contribué, de se dire, le précédent visait vraiment les personnes qui ont déjà décroché. Là, c'est vraiment de réunir et de coordonner les différentes initiatives de façon plus anticipée pour prévenir et maintenir l'employabilité. Oui, j'entends ce que tu dis. Mathias, si tu veux rebondir dessus, peut-être pour donner quelques... Non, vas-y, Bénédicte. Oui, en fait, encore une fois, du coup, si les gens ont des niveaux différents, ça permet l'entraide. C'est ça qui est bien. C'est ce qu'a montré Simplon, c'est-à-dire Simplon, dans une promo, il y a toujours des gens qui en savent plus sur un sujet et qui embarquent les autres. Et l'intérêt de prendre des gens qui sont pas encore éloignés de l'emploi, c'est qu'en fait, à la fois ils apprennent, mais ils enseignent. Et donc, ils sont dans une posture qui est beaucoup plus, comment dire, qui est plus valorisante. Chaque fois qu'on enseigne quelque chose à quelqu'un, on a le sentiment de grandir. Et pour les gens qui sont mal à l'aise avec la question de l'école, être enseigné est parfois une douleur, puisqu'en fait, ça leur renvoie à de la capacité ou de l'incompétence qu'ils ressentent. Dès qu'ils se mettent à enseigner quelque chose aux autres, ils deviennent en fait, finalement, ils se rendent utiles et ils deviennent héros de quelque chose. Donc, à partir du moment où on a une chaîne de gens qui sont plus ou moins éloignés, on arrive toujours à trouver des gens qui sont capables d'entraîner les autres. Et c'est toute la beauté des formations comme celle qu'à Montebardo
enfin, de sciences, Simplon, ouais. de Simplon. C'est cet effet promo avec des gens différents. Mathias, tu veux dire un mot sur le… Oui, pour revenir un peu sur notre idée, parce qu'on y croit vraiment beaucoup. On pense que ça peut être un des projets phares du prochain quinquennat, quel que soit le prochain président, en tout cas, ou présidente. Et nous, en tout cas, on porte cette idée dans le débat public de dire, voilà, c'est très bien d'avoir mis 15 milliards sur la table pour accompagner les 2 millions de personnes les plus jeunes de l'emploi, mais ça ne résout pas juste la question. On n'a pas qu'une question de chômage, on a aussi une question de précarité, d'insécurité économique et la double transition écologique et numérique rebat tellement les cartes sur le plan des compétences qu'il faut accompagner des millions de travailleurs, y compris ceux qui sont en emploi, pour qu'ils trouvent leur place sur ce nouveau marché du travail. Et ça mérite aussi un investissement public spécifique, précisément parce que le numérique et la transition écologique sont transverses à des secteurs. Parce qu'on peut dire, bon, bah, c'est le boulot des OPCO, etc. Mais non, là, on parle de transitions qui sont transverses et voire qui impliquent des transitions entre secteurs. Du coup, les outils actuels ne sont pas forcément adaptés. Nous, on plaide pour donc un pic de la transition inclusive et la double transition écologique et numérique, voire la triple avec la démographie aussi, ce qui permet d'inclure les métiers plus bien. Et la première chose, et du coup, il y aurait différentes briques dans ce pic. Il y aurait d'abord une brique d'observatoire. On a besoin de plus de visibilité sur l'évolution des compétences, où va le marché du travail, quels sont les métiers comment les métiers vont évoluer, quels sont les besoins en compétences et du coup, quels sont les écarts. Ça peut paraître totalement évident, mais aujourd'hui, il n'y a pas cet outil un peu global. On a des visions, encore une fois, par secteur, mais pas transverse. Or, tout le monde en a besoin, que ce soit les décideurs publics, les entreprises évidemment, mais aussi les travailleurs. Une deuxième brique, ça serait il y a aujourd'hui une grande école du numérique qui aide un peu à animer la place sur les formations numériques, donner de la visibilité sur les formations. Ça serait bien d'avoir le même truc, une grande école de la transition inclusive qui fasse la transparence et aide à ce que l'offre et la demande de formation s'ajustent. Et la troisième brique, elle est financière. Il faut mettre des sous dedans. Et par exemple, un des outils auxquels on a pensé, c'est une dotation compétences d'avenir, une espèce de droit de tirage qu'on donne à chacun, en plus, qui viendra en plus de son CPF, parce que les montants du CPF, ils sont quand même limités. Ils permettent des formations ponctuelles, mais ils ne permettent pas les transitions professionnelles. C'est-à-dire tous les gens qui ont besoin d'une transition professionnelle ont un droit de tirage, par exemple, de 10 000 €. C'est le prix d'une formation sur un an pour faciliter la transition. Et puis, derrière, il faut qu'on ait une gouvernance qui soit hybride. À la fois, il faut que l'État puisse piloter parce que c'est énormément d'argent public, mais il faut une participation renforcée des acteurs et active des parties prenantes et notamment des partenaires sociaux. Voilà, c'est un peu les premiers contours de ce pic de la transition inclusive avec comme proposition de valeur, comme promesse que tous les actifs concernés par la transition qui ont besoin de faire évoluer leurs compétences du fait de la transition écologique au numérique puissent le faire d'ici les 5 prochaines années. Voilà. C'est très ambitieux. C'est très ambitieux. Ce qu'il faut résoudre comme une espèce de quadrature du cercle, c'est que ce sont les gens qui ont le moins besoin de formation qui sont candidats à la formation. Et en fait, toute la difficulté, c'est de réussir en fait à trouver les ressorts pour que des gens qui ont besoin de formation se forment. Et donc, je pense que, je ne sais pas si le terme est vilain de dire il faut des artifices, mais en tout cas, il y a quelque chose à craquer de ce côté-là. Et c'est pour ça que je crois à l'idée d'inverser les rôles et de dire finalement, on a tous quelque chose à enseigner. De façon à ce qu'au passage, il y ait une contrepartie qui soit donnée, c'est-à-dire ça rend plus symétrique les
Plus valorisant. Et plus valorisant les intentions, tu vois. Parce qu'en fait, il faut avoir confiance en soi pour accepter de se reformer à quelque chose. Okay. Moi, j'aime bien ton idée d'avoir une approche volontariste. Et je pense que c'était l'idée du PIC, de dire les personnes qui sont éloignées de l'emploi, c'est pas facile d'aller les chercher. C'est pas juste une question de moyens, il faut aller les chercher. Et c'est pour ça qu'on parle de pic de la transition inclusive, parce que effectivement, il y a des gens pour qui ça va se passer spontanément et ça va très bien se faire, mais il y a aussi une responsabilité des pouvoirs publics de faire en sorte que tout le monde puisse participer à cette transition. Et donc, il y a un effort particulier à faire pour aller chercher les publics qui vont pas forcément y aller, mais qui sont pas forcément les mêmes que ceux qui sont aujourd'hui à l'année de l'emploi. Et pour nous, c'est un shift important en termes de ciblage des publics. Là, il faut élargir les publics, pas juste avoir un regard vers le passé en disant les gens qui sont déjà éloignés, mais ceux qui vont potentiellement y être et qui aujourd'hui sont en insécurité. Parce que, comme tu l'as souligné, les gens sont lucides. Ils voient bien ce qui va se passer. Les caissières, elles voient bien qu'un jour, ça va s'arrêter, même s'ils ont un boulot aujourd'hui. Et ça crée de l'insécurité aujourd'hui. Voilà. Donc, pour nous, il faut adresser ce type de public. Merci à tous les deux. Ouais. Je vois que leur Merci, tourne. Eric. Je pense je vais laisser Eric conclure. Merci Mathias. Effectivement, merci beaucoup Bénédicte pour avoir peut-être prêté à l'exercice et avoir apporté cette dimension et cette combinaison à la fois numérique et humaine. S'il est l'heure de conclure, simplement de dire que effectivement vous avez ce document de 40 propositions. L'idée que c'est que vous puissiez réagir aussi dessus et nous faire part de vos commentaires pour qu'on puisse l'enrichir avant d'en faire une diffusion beaucoup plus large. Peut-être, Mathias, c'est l'heure de dire qu'il y a 2 autres sessions qui sont prévues le 26 janvier et le 2 février. On a encore au moins 2 conférences débats de ce type, sachant que là, comme je le disais en introduction, cette conférence débat s'inscrit dans le cadre des États généraux de l'investissement social pour une transition écologique et numérique inclusive, ou les États généraux de la transition inclusive, pour faire plus court. On a mercredi prochain, on aura une conférence sur comment mettre l'IA au service des enseignants et de l'école inclusive. Le 2 février, dans 2 semaines, on aura une conférence sur l'avenir du travail. Comment mettre l'avenir du travail au service des travailleurs. Et puis, on a ensuite le 3 février une conférence débat à Toulouse avec les acteurs de l'écosystème numérique et de la transition écologique sur comment réussir une transition au service de l'inclusion professionnelle. On a le 8 février un colloque sur les entreprises inclusives, comment faire de l'inclusion professionnelle une priorité pour les entreprises à l'heure de la transition écologique numérique. Le 15 février, on a un grand colloque sur les territoires inclusifs, comment faire des territoires d'inclusion à l'heure de la transition écologique et numérique. Le 22 février, on a et j'ai bientôt fini, hein. Le 22 février, on dirait un chanteur qui égrène les listes de son Tour de France. Le 22 février, on a une conférence débat à Rouen. Et le 25, la clôture des États généraux dans l'hémicycle du CESE, puisque ces États généraux se déroulent sous le haut patronage du président du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Et ce n'est pas un hasard, puisqu'il a vocation à mobiliser les acteurs de la société civile et apporter des propositions dans le débat public, ce qui est l'enjeu de ces États généraux. Merci à tous et donc à très bientôt. Voilà.